long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. On espère que vous avez passé un bon week-end. Tout d'abord, nous, c'était pas mal, malgré un climat quand même assez lourd. Mais en NBA, il s'est passé un tas de choses et on a eu envie forcément de rentrer dans le détail. Ce matin, comme vous avez dû entendre Shai et Antoine parler dans le CQFR de 3 ou 4 des principales signatures du week-end, dans ce podcast, on va revenir quasiment sur l'intégralité de tout ce qui s'est passé ce week-end en termes de free agency, quelques trades, il y a eu énormément de choses. Mais la première chose, quand même, celle qui est tombée à peu près 7 minutes et 34 secondes après qu'on ait terminé le CQFR de ce matin, c'est la signature de Paul George aux Sixers. Vous l'aviez laissé entendre l'un comme l'autre que c'était probablement la destination la plus fiable, ou du moins la plus probable pour Paul George. Donc cette fois, ça y est. Paul George rejoint les Sixers et il n'est pas seul parce que les Sixers ont bossé tout le week-end. Ici, ils accueillent aussi Eric Gordon, Kelly Oubre Jr. qui rempile, et si je ne me trompe pas, André Drummond. Voilà, exactement, en backup de Joel Embiid. Donc, un énorme recrutement quand même du côté des Sixers, qui n'en ont certainement pas fini parce qu'il reste encore des trous à combler dans leur masse salariale, pas dans leur masse salariale, pardon, dans leur roster. Qu'est-ce que vous pensez de ces signatures nombreuses pour une équipe qui joue son va-tout? Voilà, la fenêtre est ouverte pour essayer d'aller loin. Joel Embiid est encore dans son prime. Les Sixers qui jouent le tout pour le tout. On peut commencer par celle de Paul George parce que ce qui est surprenant, et j'ai même lu ici et là choquant, c'est le montant et le nombre d'années, parce que on comprend un peu mieux pourquoi les Clippers parlaient d'une position très éloignée. C'est que même si c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, il n'y a pas de problème, il est toujours fréquemment dans le top 15 NBA. C'est un joueur de 34 ans qui signe pour 4 ans et 212 millions de dollars. Donc c'est énorme, c'est un risque important, mais les Sixers n'avaient peut-être pas vraiment le choix s'ils voulaient montrer à Joel Embiid notamment que l'équipe allait être compétitive sur les prochaines années, qu'il n'avait pas besoin de se demander si l'herbe était plus verte ailleurs. Donc le montant quand même est... Alors, il faudra voir quelles sont les réelles motivations de Paul George. Est-ce que c'était uniquement d'ordre financier pour le fait qu'il n'ait pas choisi de rester aux Clippers, ou si c'est autre chose? Et sinon, ils ont été hyper actifs, parce que quand on regarde la colonne, le tableau des transactions, ils ont déjà 5 transactions, et c'est probablement pas fini. Nicolas Batum va probablement, c'est même sûr, ne pas rester à Philadelphie, donc c'est un de ceux qui part dans le sens inverse. Mais Philadelphie très très actif tout de suite, et qui avait envie de montrer les dents. On a déjà une nouvelle team qui se forme, une nouvelle super team qui se forme. Alors, super team, le terme, il est peut-être pas toujours bon, hein, mais il y a 3 All-Stars du côté de Philadelphie. Les 3 ont été All-Stars l'année dernière, que ce soit Tyrese Maxey, Paul George ou Joel Embiid. En plus, si on regarde bien sur le papier, c'est quand même 3 stars complémentaires. En fait, si je devais mettre une note sur ce qu'a fait les Sixers, je dirais que c'est un A, dans le sens où c'est très bien. Mais je mettrais un A-, parce qu'évidemment, il y a toujours la question autour de Paul George et de Joel Embiid, ça va être la santé des mecs, quoi. Il y a ce mème qui tourne sur Internet avec qui va arrêter ces 3-là. Il y a un mec qui a juste entouré leurs genoux et dit, bah voilà, ça, les genoux d'Embiid, le genou de Paul George, c'était très bon. Et je pense que c'est un bon résumé, mais là, quand même, faut reconnaître, pour Paul George, il se retrouve dans une équipe qui, je pense, est mieux placée pour jouer le titre que Los Angeles, que les Clippers, et en plus, il prend plus de thunes. Donc tu mets ça ensemble. Paul George, je crois qu'on l'avait dit il y a plusieurs jours déjà avant le début de la free agency, c'est quand même un mec qui change de franchise. Ça lui arrive de changer d'équipe. Ça lui arrive de se lasser d'un truc et de vouloir passer à autre chose. Ça lui arrive à Indiana. Ça lui arrive à Oklahoma City. C'était plus ou moins sûr que ça allait lui arriver à Los Angeles. Voilà, maintenant, c'est, je pense, sa dernière aventure pour lui. C'est sur 4 ans, mais en vérité, c'est une fenêtre de 2 ans, je pense. Il y a une player option en plus. Il y a une player option, effectivement. Bah ouais, je pense qu'il va l'activer. 37 ans, 38 ans, il va aller chercher ses 50 millions. Je pense que les 2 dernières années du deal vont être très difficiles. Ça va paraître compliqué parce que son état de santé et son niveau va sans doute décliner au point où tu te diras, bah non, c'est plus une deuxième option.
c'est plus une troisième option. Alors, soit Tyrese Maxey a fait un énorme bond en avant d'ici là, mais je pense que les Sixers, c'est un pari sur 2 ans. C'est le pari de se dire, de toute façon, Embiid aussi, tu vois, son déclin, il va être vilain à Embiid. Donc, c'est vraiment 2 ans où là, on tente à fond d'aller jouer le titre. Et ce que je vois là du recrutement, il y a quand même une équipe qui commence à se bâtir, en tout cas, pour rivaliser avec Boston. Après, moi, j'ai toujours des mêmes doutes. C'est qu'est-ce que ça donne Embiid en playoff? Qu'est-ce que ça donne la santé? Qu'est-ce que ça donne ce jeu-là? Mais là, il n'y a plus d'excuses. Il y a un bon coach. Il y a une superstar. Il y a un jeune All-Star dynamique dans le backcourt. Il y a un autre All-Star expérimenté qui est capable d'être un couteau suisse. Il y a un bon backup pivot. Il y a en Eric Gordon, un joueur expérimenté. Moi, j'aime beaucoup McCain, le rookie qu'ils ont pris. Il y a encore de la place sous le cap pour signer des mecs. Ils sont encore en course pour Klay Thompson, par exemple. Je ne pense pas qu'ils vont signer Klay Thompson, mais ils sont en course pour Klay Thompson. Ils vont ajouter du monde. Là, il n'y a plus d'excuses. Il y a une équipe. Kelly Oubre, c'est bien aussi. Hein. Et Kelly Oubre, évidemment. Sa prolongation, c'est une bonne chose aussi pour le banc. Parfait poste 4, ou même poste 4 titulaire. Parce que Tobias Harris, il n'est plus là. Il n'y a plus Tobias Harris. Donc, vraiment, c'est ce qui fait qu'ils ont l'espace sous le cap. Hein. C'est qu'ils sont enfin débarrassés du contrat de Tobias Harris. Je pense que cette équipe, elle est armée pour aller au moins faire les finales à l'Est. Si elle ne fait pas les finales à l'Est, voire les finales NBA, ça commence à être compliqué là, pour Embiid. Il va falloir sérieusement ouvrir son dossier. Mais effectivement, du point de vue, si on prend les choses en étant optimiste, je trouve qu'effectivement, toutes les signatures, tout est cohérent, quoi. Tous ces joueurs peuvent jouer ensemble. Paul George, je trouve que finalement, sa grande force, c'est sa polyvalence, qui fait qu'il peut être, tu disais tout à l'heure, troisième option si jamais Tyrese Maxey passe un cap. En fait, l'avantage, parce qu'à ce stade de la carrière de Tyrese Maxey, ce qui est dur, c'est la régularité dans les performances. Et l'avantage de Paul George, c'est que ça peut être ta deuxième option un soir, ta première option un soir, même s'il y a besoin ou que Joel Embiid n'est pas là, ou ta troisième option. C'est vraiment un joueur parfait de complément pour complémenter une, voire deux stars. Donc ça, je trouve que c'est parfait en fait sur le papier. Eric Gordon, on le dit, j'ai l'impression chaque année, mais en sortie de banc, c'est parfait aussi si tu as besoin d'un dynamiteur. Il a l'expérience, il est performant, etc. André Drummond, je trouve c'est très bien comme pivot de backup finalement dans le registre dans lequel il s'est retrouvé, qui a certainement dû être le sien depuis tout le temps, c'est un rebondeur hors norme. Tout ça c'est très bien, et pourtant je peux pas m'empêcher d'avoir un grand doute en fait autour de cette équipe pour les points que vous avez soulignés, la durabilité. Les derniers playoffs, Joel Embiid a prouvé qu'il pouvait être performant en playoffs. Il a été vraiment bon. Je trouve que d'un point de vue performance, c'était peut-être même ses meilleurs playoffs quelque part dans la série perdue contre New York. Il a vraiment été bon. Par contre, il a été quand même trop diminué. Enfin, il était bon dans les performances, mais il était malgré tout pas en pleine possession de ses moyens. Et ça reste le gros point d'interrogation pour cette équipe. Et moi, je pense que tu as complètement raison quand tu dis c'est une fenêtre de 2 ans, Antoine. C'est se dire, voilà, on a 2 ans pour essayer de gagner le titre. Si on gagne le titre, on s'en fout finalement les 2 dernières saisons de Paul George. On sait que c'est comme ça que ça se passe en fait. Faut que tu peux pas, quand tu paries sur des joueurs qui ont déjà un âge avancé, tu es obligé de les surpayer parce que tu sais que sur les 2 premières années, ils vont être performants et qu'après, certainement, ce sera trop cher. Mais si tu as gagné le titre, tu t'en fous en fait. Tout, c'est que tu as gagné ton pari. Mais voilà, bien que Paul George ait choisi de venir dans la conférence Est, ce qui est un très bon choix, je pense, tu as quand même plus de chances d'aller loin à l'Est quand tu es une superstar vieillissante qu'à l'Ouest. Malgré tout, je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai des doutes parce qu'en fait, l'équipe et les joueurs ont trop souvent montré qu'ils n'étaient pas suffisamment fiables finalement pour être des vrais contenders jusqu'à présent. En tout cas. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée de leur association. Enfin, ces deux joueurs qui, en théorie, sont incroyables. Embiid ultra dominant en saison régulière avec les réserves qu'on a émises là pour les playoffs. Paul George, c'est pareil. Je pense qu'il n'y a pas un amateur de basket qui n'aime pas voir jouer Paul George. C'est un superbe joueur à avoir évolué sur un terrain. Mais il y a aussi un passif, mine de rien, avec les Clippers et qui n'est pas uniquement lié aux blessures. Il s'est loupé sur une campagne importante où il était attendu au tournant. Même du point de vue des Clippers, ils ont quand même... ils ont vendu la maison et tout ce qui va avec pour l'avoir, au final, pour le perdre sans contrepartie. Alors qu'ils lui ont, à mon sens, parfois aussi, ils ont essayé de lui faciliter la tâche parfois en prenant des joueurs qui étaient capables de s'occuper du ballon. Il a vu ses 2 autres costards prendre des semi-pay cuts pour rester là. Et finalement, il part. C'est un joueur que j'ai du mal à... J'adore le voir jouer vraiment quand il est en
pleine possession de ses moyens, qu'il est épanoui dans une équipe, il est magnifique. C'est le lieutenant parfait quasiment, je pense. Il y a pas... Et ça a été même à un moment une très bonne star, je pense. J'ai juste du mal à. Après, je suis peut-être biaisé par rapport à Philadelphie tout court. Avant même Paul George, j'avais du mal à me projeter sur Philadelphie performant avec Embiid parce qu'il arrive toujours à 30% de ses moyens, quelle que soit la blessure. Et là, forcément, on rajoute un joueur qui a aussi eu des irrégularités physiques ou techniques ou mentales à un moment en playoff. Et je me pose aussi la question pour Tyrese Maxey parce que je lis partout, c'est un Big Three, c'est une super team et tout. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi la saison de Maxey. Je l'avais mis MIP dans mes pronostics, donc c'est que je m'attendais à ce qu'il progresse comme ça. Mais je ne le considère pas encore comme un joueur assez fort pour qu'on puisse dire Philadelphie, c'est une super team où il y a un Big Three. On va peut-être le voir cette année, il va peut-être monter en grade et clairement être indiscutable, mais j'ai du mal à me dire ça, c'est un Big Three. Sinon, c'est qu'on galvaude un peu le terme de Big Three pour moi. C'est un mid-3. Non, mais dans tous les... Mid-3. Ah, c'est un peu plus qu'un mid-3. La punchline est terrible, mais... Non, par contre, Maxey, même s'il progresse offensivement, il sera toujours ciblé défensivement. Donc, il y aura toujours des limites avec Maxey. Il y aura toujours des questions autour du mental de Joel Embiid. Je pense pas que toutes ces défaillances en playoff elles soient liées à des blessures. Pour moi, il y avait aussi pendant longtemps une question de style de jeu, une question de certaines choses qu'il n'était pas prêt à faire, des domaines dans lesquels il n'avait pas progressé suffisamment, notamment pour la gestion des prises à deux. Tout ça, c'est des trucs où il a passé des caps. Avec Doug Rivers puis avec Scott Brooks, il y a un style de jeu différent. J'en reviens. Je trouve quand même que sur le papier, Avec Scott cette équipe. Non, pas Scott. Nick Nurse. Scott Brooks. Nick Nurse. Nick Nurse. Non, pardon, je veux pas. C'est terrible pour Nick Nurse. Ils ont une petite ressemblance. Je veux dire, rattrape-toi aux branches. Non, mais effectivement, évidemment, avec Nick Nurse, pas avec Scott Brooks. Ils ont sur le papier de quoi être la deuxième puissance de l'Est, tu vois. A priori, on verra évidemment ce que font les Bucks. On verra. On peut pas encore complètement faire un échiquier, évidemment, de la hiérarchie NBA, vu qu'on n'a pas tous les transferts, on n'a pas tous les trades. Mais oui, tu peux te dire que cette équipe sera forte. Après, moi, comme vous, j'ai toujours cette réserve. Il y a la réserve physique et il y a la réserve mentale. Je me dis que ces gars-là, il y a quelque chose des fois qui est coince quand tu arrives au plus haut du plus haut niveau. C'est-à-dire que ça va quand même très très haut, tu vois. Mais il y a Embiid, je me dis, il n'a jamais passé le second tour. C'est pas un hasard, tu vois. C'est pas complètement un hasard. Ouais, je me permets de vous interrompre parce qu'au moment où on enregistre ça, Tyrese Maxey a accepté de signer un contrat de 5 ans et 204 millions de dollars avec les Sixers. Voilà. C'est juste pour préciser ça va bien s'articuler autour de ces 3 joueurs-là sur les années qui viennent normalement. Parfait. De toute façon, son agent avait dû dire bon, bah, vous inquiétez pas pour les négociations, on vous envoyez un chèque en blanc, on se débrouillera pour mettre l'ordre et la somme. Je pense que les Sixers se sont dit ouais, ok, pas de problème, c'est au courrier. De toute façon, c'est leur star sur l'après Embiid, l'après Paul George. Ouais. Ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage entre les Sixers et certaines équipes qui font des Big Three, c'est que eux savent déjà qu'une fois leurs deux stars les plus fortes aujourd'hui arrivées à expiration, si je peux dire ça comme ça, ils auront toujours Maxey qui sera là derrière. Alors, je suis pas sûr que tu puisses complètement construire une équipe autour de Maxey, mais voilà, c'est pas comme s'ils avaient 3 mecs de 35 ans. Il y a un des 3 qui est jeune, qui est encore en développement. Sur le papier, c'est intéressant. Les fans des Sixers ont de quoi être enthousiastes, tu vois. Maintenant, voilà, vraie question, savoir est-ce que ça va tenir dans les genoux, est-ce que ça va tenir dans la tête. Au final, tu vois, c'est des joueurs expérimentés, mais il n'y en a aucun qui a joué une finale NBA, en fait. Il y en a... Et même Paul George, il a joué quelques finales de conf avec 3 Indiana. 3 finales de conf, si je me trompe pas. 3 finales de conférence, du coup, en tout. Mais qu'une avec les Clippers et 2 avec Indiana. Bon, il en a quand même joué, tu vois. Et il les a toutes perdues. Mais du coup, il va y avoir ces questions-là, en fait. Quand tu vas arriver à un certain stade de la compétition, s'ils arrivent à ce stade de la compétition, il y aura une gestion qui est différente de tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Mais sur le papier, ça reste quand même très fort. Un petit mot sur Paul George encore. Effectivement, comme toi, Shai, je trouve que c'est un joueur magnifique. La version au Pacers, il y avait des trucs vraiment des très belles campagnes. La version que j'ai préférée, c'est sans doute celle du Thunder quand il Niveau était MVP, dans la discussion pour être MVP et pour être défenseur de l'année. C'est saison incroyable, vraiment. Voilà, saison magnifique. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un petit côté Kevin Durant light quand même dans le côté moi ça marche pas, je pars ailleurs, bon ça marche pas, je pars ailleurs, et en même temps à chaque fois après avoir fait quand même des déclarations d'amour assez fortes à chacun de ses clubs. C'est que sa 4e franchise, hein. Alors c'est pas... Oui, tu disais quoi, pardon, Shai ?
je dis, c'est que là, Philadelphie, ça va que être sa 4e franchise. Ah, mais C'est pas c'est mal beaucoup pour une pour un joueur de ce superstar, quand même. calibre, hein. Pour une star, un Ouais. All-Star à répétition, etc. Mm. Je trouve ça bon. Peu importe. Moi, j'avais beaucoup aimé effectivement cette équipe du Thunder. Je trouvais ça j'aimais bien ce qui était en train de se construire à l'époque à Indiana. Je suis pour que les joueurs aillent là où ils ont envie de jouer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas, je rentre pas du tout dans la considération fidélité à une franchise. Les franchises sont les premières à être déloyales. Donc moi, c'est pas là-dessus du tout. Mais voilà, en fin de carrière, si ça gagne pas, c'est pas particulièrement flatteur, je trouve, simplement au bout du compte pour un S'il avait eu, joueur aussi classe. s'il avait été là où il avait vraiment envie d'aller, c'était Golden State, cela dit, hein. Parce que visiblement, c'était son premier choix et Philadelphie après, mais bon. Cette année, oui, cette année, mais tu vois, quand il avait re-signé au Thunder, par exemple. Il était au Thunder, il a re-signé au Thunder avant de Ouais. demander à partir l'année d'après. Après, il a choisi sa destination suivante. C'était effectivement les Clippers. Voilà, là, les Sixers, encore une fois, il est free agent, donc il signe. C'est lui qui a choisi, là, pour le coup. Il n'a pas été tradé aux Sixers, quoi. Bref. Je sais pas si vous avez un avis peut-être sur le côté legacy ou trace dans l'histoire. En fait, moi, c'est pas tant sur sa legacy, mais c'est très abstrait ce que je vais dire, mais je pense que ça te montre un peu qui sont les gars. Et c'est pas pour juger toute sa personnalité ou forcément en tirer quelque chose de négatif. Mais les comportements derrière, en fait, font les winners. Être un winner, encore une fois, c'est très abstrait, c'est dur du coup à expliquer. Ça veut pas dire qu'un mec qui ferait comme Paul George, il gagne nécessairement pas. Mais voilà, moi en tout cas, de mon point de vue purement personnel, j'arrive à en tirer quelque chose de Paul George, de sa personnalité, de voir que c'est effectivement qui passe sachant qu'encore une fois, c'est pas nécessairement une critique et c'est pas forcément toujours négatif. Mais j'arrive à y voir quelque chose. Je me dis, ok, c'est ce type de gars. Est-ce que ce type de gars, il va réussir à passer le cap quand il va se retrouver dans les moments les plus chauds de la saison? Je suis pas sûr. Est-ce que Embiid, pour d'autres aspects de sa personnalité, est-ce que Embiid, il va passer le cap dans les moments les plus chauds de la saison? Je suis pas sûr, tu vois. C'est des mecs sur lesquels j'ai des doutes. J'ai des doutes depuis longtemps. Et voilà, ça n'engage que moi. Et peut-être qu'ils me donneront tort. D'ailleurs, si eux gagnent ensemble, ce sera une belle revanche, tu vois. Mais moi aussi, comme vous, là, à l'instant T, je me dis pas que Philly va gagner le titre. Tu vois, c'est-à-dire que je sais même pas encore ce qu'ont faire les autres. Mais quelque part, je suis même pas en train de miser sur les autres, je suis plus en train de miser sur le fait que Philly, à un certain stade de la compétition, va se planter. Mais la différence, pardon, je vais finir là-dessus, la différence avec les années précédentes, c'est que j'ai l'impression que la construction qui est en train de se faire là va quand même leur donner enfin la possibilité d'aller un peu plus haut. Le second tour, c'était déjà pas normal que ça s'arrête au second tour, mais j'ai l'impression que là, ils sont en train de faire l'équipe parfaite pour au moins caler un peu plus haut. Je les vois peut-être caler en finale de conf ou en finale NBA. On verra, ça dépendra effectivement du reste autour. Mais je les imagine comme vous caler à un moment, que ce soit dans la tête ou dans le corps avec les genoux, etc. Allez, on va enchaîner sur une autre signature. Alors, pour le coup, celle-ci, vous en avez parlé pas mal dans le podcast de ce matin. C'était bien sûr la signature de Chris Paul qui rejoint les Spurs. On savait pas trop ce qui se passait on se doutait qu'il resterait probablement pas aux Warriors. Donc les Warriors qui ont finalement décidé de le couper pour lui permettre de signer là où il voulait. Il a signé pour 11 millions de dollars pour une saison à San Antonio, si je dis pas de bêtises. Je sais que vous en avez parlé un petit peu ce matin, mais on peut peut-être revenir. Grosso modo, je pense que tous les deux vous étiez d'accord pour trouver que c'était un bon move pour les Spurs, histoire d'apporter un peu de leadership. Intéressant aussi, c'est toi Antoine qui en parlait ce matin, je trouve, ça explique un petit peu mieux le choix de Stephen Castle du côté de San Antonio, si c'était l'objectif depuis le départ, de lui associer un vrai playmaker expérimenté qui va pouvoir apporter aussi un petit peu sa science du jeu à tout cet effectif. Est-ce que ça change, je sais que vous y répondiez un petit peu ce matin, mais est-ce que ça change la donne d'un point de vue... je pense que ça change la donne d'un point de vue gain d'expérience pour San Antonio. Est-ce qu'à votre avis, ça change potentiellement la donne d'un point de vue victoire-défaite? Oui, quand même. Quand même, parce que de toute façon, avec ou sans Chris Paul, c'était l'objectif de gagner plus de matchs, qu'il y ait une progression un peu productive, sans pour autant se dire il faut forcément viser le play-in ou même plus, hein. Juste amorcer une courbe de progression. Et là, avec Chris Paul, pour moi, c'est parfait. Ça implique qu'il va faire gagner plus de matchs aux Spurs, je pense, hein. Je veux dire, et il va pas faire progresser que les arrières, il va aussi faire progresser un mec comme Wembanyama, je pense, en termes d'expérience. Il va beaucoup apprendre de Chris Paul.
Oui, je pense que ça peut apporter plus de victoires. Le bilan va s'en trouver modifié parce que je le crois capable d'instaurer un niveau d'exigence, de professionnalisme, comme il l'a fait à Oklahoma City, qui avait surperformé alors qu'on s'y attendait pas. C'était il y a 4 ans et Chris Paul a vieilli, bien évidemment. Là, il va arriver dans une équipe dans la conférence Ouest qui est impitoyable, tout ça. Donc, justement, comme je l'ai dit ce matin, il faut vraiment pas se dire, ah bah ça y est, il y a Chris Paul qui est un des meilleurs meneurs de sa génération, pour pas dire plus. Donc, ils vont jouer les playoffs ou le play-in. Mais par contre, je pense qu'on se souviendra enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils doivent tabler là-dessus. On se souviendra du passage de Chris Paul comme peut-être d'un moment important en termes d'expérience pour Wembanyama et pour tous les autres, je pense. C'est pas avec Chris Paul, c'est pas Chris Paul qui va leur faire gagner 15 matchs de plus forcément. C'est la progression des autres, éventuellement les petits ajustements en plus qui vont être faits autour dans l'effectif avec peut-être d'autres joueurs expérimentés. Dans l'article sur Nicolas Batum de tout à l'heure, je me disais que Batum, c'est pareil, ça pouvait être un mec, un facilitateur, un joueur d'expérience qui amène ces joueurs-là à progresser sans pour autant leur faire gagner un nombre infini de matchs. Mais donc à la fois, oui, je pense qu'ils vont gagner plus de matchs dans tous les cas, et ils l'auraient fait même sans Chris Paul. Et à la fois, prudence, ils vont pas gagner 30 matchs de plus juste parce qu'il est là. Il a quand même 39 ans et il sort de saison où il a quand même été pas mal handicapé par les blessures. Je partage tout ce qu'a dit Shai. Les Spurs ont passé un cap l'an dernier quand il y a eu 2 ajustements. Quand Victor Wembanyama est passé pivot à la place d'Ailier fort, avec Zach Collins qui est sorti du 5, et ça allait de pair quand Tyus Jones s'est retrouvé meneur titulaire, avec Jeremy Sohan qui retrouvait son poste 4. C'est là où les Trey Jones. Trey Jones, oh là là, je suis mauvais. Tyus, c'est mon pardon. chouchou, je pouvais pas te Oui, laisser. effectivement, Tyus, il est plus fort que Trey, mais Trey Jones, donc Trey Jones, évidemment. Donc Trey Jones, c'est un meneur organisateur, c'est un bon playmaker, mais on est à des années-lumière de Chris Paul. Donc si Victor Wembanyama, il a individuellement passé un cap et que son équipe a passé un cap à partir du moment où il y avait un vrai meneur pour lui passer la balle, on peut imaginer ce que ça va donner avec Chris Paul. Donc moi, je pense évidemment que ça va avoir un impact sur les victoires, mais comme toi, je pense pas que ça sera non plus démentiel parce que Chris Paul lui a 39 ans, etc. Ce qui serait intéressant, c'est de voir la suite, en fait, parce que San Antonio, il y a une rumeur qui est, par exemple, Lauri Markkanen, un joueur susceptible d'être transféré cet été. Parmi les 3 équipes qui sont intéressées par Markkanen, ou qui reviennent le plus souvent dans les rumeurs, il y a OKC, on le sait, ça fait déjà un moment, il y a Golden State, et il y a San Antonio. San Antonio, si là, effectivement, il y a un 5 avec Chris Paul, avec Devin Vassell, avec Lauri Markkanen, avec Victor Wembanyama, oui, là, je pense que là, ça peut commencer sérieusement à viser le play-in. Mais pour répondre à la question, oui, Chris Paul va avoir un impact sur quelques victoires à l'issue de cette saison, s'il reste toute la saison. Je ne suis pas certain que ce soit une garantie, mais s'il reste toute la saison, il va forcément avoir un impact sur le jeu des Spurs. Ouais, ça va être intéressant. Et comme tu le disais, Shai, et je partageais complètement ton avis, là, ça fait bien entendu penser au passage de Chris Paul au Thunder, un rôle dans lequel il a été très bon. Et moi qui m'avais surpris à ce moment-là, après les déceptions des saisons qui ne s'étaient pas conclues par un titre du côté des Clippers, je ne pensais pas forcément à l'époque qu'il arriverait à se remotiver pour un projet reconstruction, formation des jeunes. Et il avait été excellent, cette équipe du Thunder, qui avait même fait les playoffs, si je ne me trompe pas. Ouais. Et je pense que ça a eu, voilà, Shai Gilgeous-Alexander avait souligné à quel point ça lui avait apporté de passer une saison complète aux côtés de Chris Paul. Donc je pense que de ce côté-là, c'est vraiment un bon choix pour San Antonio, parce que je pense que même si bien sûr il veut toujours jouer le titre, c'est un rôle que je le vois prendre à bras le corps, que ce soit pour 6 mois ou que ce soit pour une saison avec les Spurs. Donc je trouve c'est très bien. À la limite, je me dis, là, pour le coup, même s'il est blessé, ça l'empêchera pas de continuer à avoir cet impact. S'il doit rater des matchs, que ce soit à l'entraînement, que ce soit pendant les matchs, même à prendre les joueurs sous son aile d'une certaine manière. Donc, c'est très bon choix, je pense, du côté des Spurs. Effectivement. Ça va être un relais pour Popovic aussi, je pense. Il avait déjà ce côté assistant coach dans ses équipes précédentes. Hein. C'est un des joueurs les plus bavards et les plus directifs de toute la ligue. On sait que ça a énervé plus d'un de ses coéquipiers, mais voilà, c'est un vrai cerveau, c'est un mec qui connaît toutes les règles du basket mieux que les arbitres. Enfin, c'est un personnage, Chris Paul, mais je pense vraiment que l'impact va être positif, surtout sur une équipe jeune. Et s'il n'y avait pas eu l'expérience au KC, j'aurais pu être un peu dans le doute en me disant c'est étonnant, il préférerait sans doute tenter une dernière fois d'aller chercher une bague, ce qui ne sera pas le cas à San Antonio, en tout cas pas cette année. Non, là, je pense vraiment que l'expérience va être très très profitable à tous, et même à Chris Paul, peut-être pour de l'après-carrière. C'est ce que tu évoquais ce matin, Antoine, aussi. On n'a aucune indication sur ce qu'il veut faire après, mais
il avait déjà évoqué l'envie de peut-être un jour d'être coach. Et je trouve qu'il a il a un peu la tête du mec qui peut devenir coach après, quand même, Chris Paul. Affaire à suivre du côté de Chris Paul. Vous en disiez plus ce matin dans le CQFR. N'hésitez pas à aller réécouter cette partie si ça vous intéresse. Je vous propose maintenant de passer quand même un gros trade, le gros trade du week-end. Finalement, on n'a pas eu l'occasion de le traiter parce que c'est tombé dans la nuit de vendredi à samedi. Et ce matin, il y avait les dernières signatures dont on vient de parler que vous avez traitées dans le CQFR. Mais c'était quand même le gros trade entre les Atlanta Hawks et les New Orleans Pelicans. Donc, DeJounte Murray qui quitte Atlanta pour direction New Orleans, et en échange, je vous rappelle les termes du trade. Atlanta qui récupère Dyson Daniels, Larry Nance Jr., E.J. Liddell, le choix au premier tour de draft 2025 des Lakers et le moins bon choix au premier tour de la draft 2027 entre ceux des Milwaukee Bucks et des Pelicans. Donc voilà, quand même un trade, beau retour sur investissement potentiel, je me dis pour Atlanta, sachant que je ne savais pas trop ce qu'ils pourraient récupérer. On en parlait un petit peu on a un fil WhatsApp entre nous au sein de la rédaction pendant ce week-end. Je vais vous livrer mon sentiment, et puis je serais curieux d'entendre le vôtre. Mais en voyant ce trade, en fait, je me suis dit que c'était rare finalement de voir des trades où tu te dis c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et je parle pas simplement des deux équipes, je parle aussi d'un sujet qui nous tient peut-être plus à cœur que nos collègues outre-Atlantique, mais c'est Zaccharie Rizaché, parce que je trouve que ça lui ouvre la porte à Atlanta pour avoir des responsabilités et pouvoir commencer à se faire une place. Pour Atlanta, je pense que c'est constat d'une équipe qui pouvait pas performer autant que ce qu'ils espéraient avec DeJounte Murray et Trae Young. Ils ont fait le choix de garder Trae Young, un choix que moi je comprends. Je pense quand même que c'est le plus talentueux des deux, et que malgré tout ce qu'on peut reprocher à Trae Young, moi le premier, on en oublie en fait parfois ses qualités qui sont quand même difficilement réplicables. Je pense que ça reste vraiment un très très bon joueur. À force, j'ai l'impression que comme la hype s'est un peu dégonflée, maintenant on en vient à être parfois trop critique sur le jeu de Trae Young. Et du côté des Pelicans, voilà un joueur en DeJounte Murray, je pense qu'il peut vraiment se greffer assez facilement à ce que les Pelicans ont déjà, qui clarifie un petit peu plus les choses aussi, je pense, du côté qui renforce les Pelicans. Du côté des Pelicans, ça renforce, je pense, les Pelicans. Du côté d'Atlanta, la ligne directrice est plus claire maintenant sur le projet et sur les responsabilités. Et juste pour finir sur les contreparties, moi j'aime beaucoup Larry Nance Jr. Quand il n'est pas blessé, je trouve que c'est vraiment un super role player défensif, dans le charisme aussi avec ses coéquipiers. Je trouve c'est parmi les joueurs dont on parle jamais, mais qui sont essentiels pour une équipe qui veut gagner. Et moi j'ai beaucoup aimé Dyson Daniels, notamment l'an dernier, tout le passage où il y a des blessés, où il joue meneur quasiment. Je crois qu'il avait fait beaucoup de progrès balle en main. Je pense que c'est un joueur avec son profil défensif, adroit à 3 points, et ce qu'il a pu montrer par séquence l'an dernier, qui est extrêmement qui a un vrai potentiel. Et du coup je me dis qu'Atlanta, sur le papier déjà, c'est une meilleure équipe défensive que l'an dernier, juste sur le papier, avant même que les mecs aient lassé leurs sneakers. Voilà mon avis un petit peu sur ce trade. Quelles ont été vos réactions en voyant le deal? Moi, j'étais plutôt satisfait pour New Orleans. Je me suis plutôt concentré sur les Pelicans parce que c'est un trade c'est une arrivée dont on va pouvoir juger l'intérêt assez rapidement, parce que les Pelicans sont attendus. Ils ont raté le coup, ils ont raté les playoffs cette année. Je trouve que Murray, ça semble avoir pour moi plus de sens à New Orleans qu'à Atlanta. Il va apporter un impact offensif, une activité, une espèce de feu intérieur qui parfois, je trouve, a manqué aux Pelicans, alors qu'ils avaient montré qu'ils avaient des joueurs comme ça très, très déterminés, très agressifs. J'ai l'impression que ça va bien fitter avec les Pelicans, si tout se passe correctement. Évidemment, si Zion n'est pas blessé au moment clé, ça reste la chose clé pour eux, pour espérer aller loin. Moi, j'aime plutôt, et puis je m'attendais à... Enfin, il faudra voir ce qui va se passer avec Brandon Ingram, évidemment, mais je pensais que s'il récupérait un joueur de ce calibre-là, DeJounte Murray, c'est un joueur qui est quand même de calibre All-Star, je trouve. Je pensais qu'il perdrait Brandon Ingram dans l'opération. Donc, je trouve que là, sur le papier, l'équipe, t'as Murray, Ingram, t'as toujours Zion, t'as les super joueurs que sont dans leur rôle spécifique Herb Jones, Trey Murphy, c'est même des role-players comme Alvarado. J'aime encore une fois, ça fait 3 ans que je dis ça, mais j'aime bien leur équipe. Je trouve que c'est un peu un outsider dormant qui a déçu l'année dernière, mais qui a vraiment les qualités, même au niveau de l'âge des joueurs. C'est pas une équipe très très vieille non plus. À chaque fois, je me dis qu'ils sont pas très loin d'y arriver, et qu'il manquait
un tout petit quelque chose, en plus de la santé de Zion. DeJounte Murray, ça peut être le bon spot pour lui, je pense. Moi, j'aime beaucoup pour Atlanta. Je suis soulagé que Atlanta ait fait le choix de pas transférer Trae Young, même si je pense que jamais il y a eu vraiment de doute dans la tête des dirigeants des Hawks. Je pense que c'était surtout du vent et notamment des. D'ailleurs, ça rejoint un peu Chris Paul. L'arrivée de Chris Paul met fin aux rumeurs d'un meneur à San Antonio. Des meneurs comme Trae Young, ça n'avait pas de sens. Les rumeurs autour de tout ça, Darius Garland, ça avait très peu de sens. Et au moins l'arrivée de Chris Paul, je pense, elle met une fin à ce niveau-là. Comme Théo, en fait, on oublie pour DeJounte Murray, c'est un meilleur two-way player que Trae Young. Mais ça, c'est si tu prends que sur l'aspect attaque-défense. Oui, DeJounte Murray, c'est un meilleur défenseur que Trae Young. Mais Trae Young, il est meilleur que DeJounte Murray dans 80% des autres secteurs du jeu, en fait. C'est un meilleur playmaker, c'est un meilleur shooter. Enfin, il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles Trae Young est meilleur que DeJounte Murray. Et ça aurait eu aucun sens, je pense, de transférer Young sans transférer Murray. Après, voilà, on ne sait pas s'ils vont pas. Je pense qu'ils ne vont pas transférer Young. C'est évidemment bien pour Zachary Rizaché. Je pense que ça fait un peu plus de place sur les lignes arrière. Il y a presque un prototype qui se définit à Atlanta. C'est le grand pour sa position, joueur grand pour sa position, qui est capable de défendre sur plusieurs postes. Daniel, s'il s'inscrit dans le même moule que Rizaché et que Jalen Johnson ou même DeAndre Hunter. Donc voilà, tout ça pour Atlanta, moi j'aime beaucoup. J'aime bien ce trade et récupérer en plus 2 premiers tours de draft alors qu'ils en avaient cédé 3. C'est pas si mal. Ils s'en sortent bien. Pour les Pelicans, je suis pas aussi optimiste que vous. Je pense que ça peut être un bon trade. Il y a un scénario sur lequel c'est un bon trade, mais ça m'amène quand même beaucoup d'interrogations. Et je pense que de toute façon, le vrai truc autour des Pelicans, et je sais que vous serez d'accord avec moi, c'est si Zion il va être là. En fait, si Zion il va être là, cette équipe elle va progresser. Mais DeJounte Murray, ça m'amène beaucoup de questions sur qui aura la balle. Zion, il a le ballon entre les mains. CJ McCollum, il a besoin du ballon entre les mains. Brandon Ingram, il a besoin du ballon entre les mains. Et DeJounte Murray, c'est pas un shooter. Il peut mettre des 3 points, mais c'est pas un spot-up shooter. Il a besoin de la balle entre les mains. Donc il y a encore une fois des questions sur qui aura la balle. Ça amène des questions de spacing, encore une fois, parce que les Pelicans, ils ont. Alors Zion, il n'a pas besoin de spacing, c'est ce qui est très fort avec lui. Mais des fois, on imagine, mais si ce mec, il avait du spacing, mais t'imagines à quel point, en fait, il martyrisait les défenses. Et là, les Pelicans amènent un non-shooter. Donc tu as un non-shooter de plus. La contrepartie. Au final, même si je trouve qu'Atlanta récupère une bonne contrepartie, je suis d'accord pour dire que les Pelicans, ça se tente. Ce qui est intéressant, et on ne le saura jamais, c'est qu'est-ce qu'ils auraient pu récupérer finalement, autre que DeJounte Murray, en gardant ces pics-là et en gardant Dyson Daniels. Quel autre joueur il y aurait pu avoir à un autre moment? Et tu parlais d'Ingram, mais l'avenir d'Ingram, il est toujours aussi flou, dans le sens où son contrat arrive à expiration. Il y aura peut-être un trade d'Ingram. On sait que Sacramento est très intéressé. Alors oui, si New Orleans récupère Kevin Huerter pour shooter et Harrison Barnes pour shooter, là, il y aurait la clarté dont tu parles, Théo, parce qu'on se dirait, tiens, il y a 2 stars qui ont la balle, Zion et DeJounte Murray, éventuellement McCollum par moment. C'est bien d'avoir plusieurs playmakers. Mais là, tout de suite, moi, je ne suis pas sûr que leur effectif soit plus clair. Oui, il y a plus de talent, ça je vous rejoins, il y a plus de talent, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un meilleur fit. Je pense effectivement l'attitude de Murray colle bien avec l'esprit des Pelicans, agressif, défensif. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Shai. Donc il y a un scénario où cette équipe, vraiment, elle décolle, mais je pense que le vrai décollage, il est lié purement à Zion et pas est-ce qu'il y a des gens de Murray qui est là ou pas, quoi, en fait. C'est limite plus une assurance. Si Zion n'est pas là, au moins ils savent qu'ils auront une équipe compétitive quoi qu'il arrive, quoi, parce qu'il y a Murray. En fait, je pense que c'est une double assurance, que je suis d'accord avec toi, Antoine. Tout dépend de Zion, en fait. Tout dépend de Zion. J'ai l'impression que, pour le coup, les Pelicans ont gagné en talent, en fait, en synthétisant le talent de 2 joueurs plus de futurs choix de draft potentiels. Ils les ont synthétisés pour en faire un joueur. Et en fait, je pense que quand je parle de double sécurité, c'est que ça peut être une sécurité pour Zion si Zion n'est pas là. Mais je pense que ça leur permet aussi de pouvoir éventuellement envisager différents trades, en fait. C'est-à-dire que si tu perds maintenant Ingram, par exemple,
voilà, si tu dis, bon, bah, Ingram, ça marchera pas, bah, tu peux chercher des assets et te dire, mais de toute façon, en talent pur de joueur, on a quand même des mecs, on sait qu'on va pouvoir les mettre sur une fin de match serrée, sait qu'on aura, McCollum, DeJounte Murray, Zion, s'il n'est pas blessé, on a au moins ce corps de joueurs. Et encore une fois, ça peut être ça, mais c'est pas impossible que ce soit DeJounte Murray qui bouge à nouveau l'an prochain, ou que ça soit CJ McCollum, parce que une équipe qui veut jouer le titre se dit, bon bah non, il nous manque pile un shooter, on s'en fout des conséquences, il nous faut CJ McCollum. Je pense que ça donne plus de matière pour les Pelicans pour envisager la suite, voire même pour envisager une reconstruction si jamais alors je sais que c'est peut-être tabou ou dingue de dire ça, mais si c'est Zion qui doit bouger, parce qu'au bout d'un moment, ce mec-là, si ça a beau être le talent générationnel incroyable, tout ce qu'on sait de ce que peut apporter Zion, tout ce qu'on sait de ce qu'il peut apporter aussi, parce qu'il y a encore énormément de choses sur lesquelles il peut progresser, et vraiment, s'il est jamais là sur le terrain au moment où tu en as besoin. Tout à l'heure, on était d'accord pour dire que Joel Embiid n'était pas exempt de toute critique dans les faillites de son équipe en play-off, même chose pour Paul George, mais Zion n'a même jamais joué de play-off, quoi. Donc à un moment, voilà, tout ça pour dire, je pense que voilà, ça permet, effectivement, je pense que j'ai mal formulé ce que je voulais dire, la hiérarchie n'est pas forcément plus claire du côté des Pelicans, par contre, il y a plus de talent, et je pense que ça ouvre un petit peu des perspectives potentielles en fonction de ce qu'ils vont vouloir faire, ou de ce que le destin les forcera à faire par la suite. Petite précision statistique, du coup, les Pelicans sont maintenant les 2 meilleurs intercepteurs de la ligue sur les 3 dernières saisons. DeJounte Murray et Herb Jones. C'est DeJounte Murray qui est en tête. J'avais vu la stat tout à l'heure. Ça va avec j'aime bien l'identité théoriquement défensive de cette équipe. Alors après, ça ne fait pas tout. Mais pareil, j'aime bien l'idée de cette équipe, c'est-à-dire l'idée d'un Zion en forme, comme j'aime bien l'idée de ce que j'ai dit tout à l'heure, les Sixers avec Embiid et Paul George en même temps sur le terrain, en pleine possession de leurs moyens. J'aime cette idée. Comme j'aime l'idée de ces Pelicans où tout cliquerait, où personne ne serait diminué. Donc voilà, j'espère que ça va cliquer cette année. Je pense que j'ai été trop, peut-être pas caricatural, mais j'ai trop forcé le trait sur la manière dont j'ai défini les Pelicans. Même sur DeJounte Murray, j'ai dit non-shooter, c'est pas non plus un non-shooter, c'est juste que c'est d'abord un slasher et que ça fait du coup beaucoup de slashers. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Théo, t'as raison, ça offre des assurances en plus, j'y ai pas pensé notamment, mais c'est vrai que tu peux plus facilement transférer McCollum ou même Ingram d'ailleurs si ça devait venir dans les prochains jours. Donc je pense qu'en fait dans l'ensemble il y a du positif et il y a un scénario, enfin il y a du positif, il y a un scénario qui peut être très positif, c'est juste que c'est toujours assez flou, mais le flou au final il vient pas de ce trade, il vient de Zion comme on l'a dit, et on verra. Et t'as raison, Shai, de souligner pour l'interception. C'est vrai que les Pelicans vont avoir une équipe très athlétique. La comparaison va être mauvaise, mais il y a un côté, tu vois, Orlando a une équipe très défensive, sans spacing, sans attaque. On va parler de toute façon d'Orlando après avec la signature de Caldwell Pope, ou en tout cas sans vraies attaques très fortes, où tu donnes la balle à Banchero qui est ton premier créateur. Les Pelicans sont un espèce de penchant, même si la comparaison n'est pas tout à fait vraie, en plus fort, je pense, en plus fort, du coup les Pelicans, en tout cas avec plus de potentiel, et aussi dans une conférence plus forte. Et ça va être intéressant. Leur équipe va être une des plus intéressantes à suivre en début de saison à New Orleans. Ouais, d'autant qu'ils ont en Trey Murphy, alors un joueur, je pense que tous les trois on était d'accord pour voir un gros potentiel à ce joueur qui était un peu ralenti par sa blessure qui l'avait empêché de débuter la saison l'an dernier. Mais voilà, effectivement, il y a vraiment plein de talents dans cette équipe, quoi. Herb Jones, c'est super fort. Trey Murphy, c'est peut-être sur le point de devenir, peut-être sur le point de passer un cap et de rentrer dans une autre catégorie de joueurs à la saison prochaine. Autant parfois cette équipe me déprime quand je me dis mais jamais leur meilleur joueur est sur le terrain, on sait toujours pas ce qui se passe. Autant en fait finalement quand tu dézoomes un petit peu, tu prends un peu de recul, tu te dis que voilà, il y a vraiment il y a plein de talents, quoi. Après, des équipes talentueuses qui n'ont jamais trouvé la bonne carburation, on en a connu, quoi. Mais voilà, j'aimerais bien que ça marche, parce qu'en fait, c'est ça aussi, en fait. Je pense que des fois, aujourd'hui, par exemple, je suis dur peut-être avec Zion, mais c'est parce que quand ça marche, quand il joue, mais quel joueur, quoi. C'est le genre de joueur, quand même, tu te lèves la nuit pour voir des joueurs comme ça. C'est ça aussi, je pense, qui fait qu'on est impatient ou qu'on est un peu critique à ce stade de sa carrière. Et tout à l'heure, d'ailleurs, correction, parce que tout à l'heure, j'ai dit que les Pelicans ne savaient pas jouer les playoffs, mais c'est Zion qui a à nouveau pas joué les playoffs, parce qu'ils ont passé il y a ce play-in contre les Kings qui avaient une occasion en or de se qualifier sans Zion, et c'est sans Zion en face, et donc les Pelicans ont quand même fait le premier tour, même s'ils ont pris un 4-0 contre OKC. C'est peut-être pour ça aussi, c'est parce que ça a été tellement à sens unique que pour moi, ça n'a même pas existé, quoi.
Allez, partons sur une autre équipe. On parlait tout à l'heure, bien sûr, de l'arrivée de Paul George aux Sixers. On va parler de l'équipe qu'il a quittée. Donc, il a quitté les Clippers. Les Clippers qui, par contre, ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont re-signé. Alors, attendez, James Harden, que je vous retrouve les chiffres. Donc, James Harden, 70 millions sur 2 ans. Ouais. 70 millions pour 2 ans. Ils ont fait venir Derrick Jones Jr. des Mavericks pour, si vous avez les chiffres, je les prends, hein, sinon je vais les retrouver. Voilà, 3 ans, 30 millions de dollars. Ouais, 10 millions par an, ouais. Voilà, 10 millions par an. Et enfin, ils ont choisi de redonner une chance à Kevin Porter Jr. pour les 2 prochaines années, un contrat. Alors, j'ai pas les termes du contrat, je sais pas s'il est... Non, on les a pas encore. On les a pas C'est juste, encore. on sait que c'est 2 ans. Ouais, avec une option une option joueur sur la deuxième, je crois. J'avoue que je m'y attendais pas à celle-là. Donc, un joueur alors, avec du talent, du potentiel, par contre, voilà, un passif quand même assez lourd du point de vue personnel et puis même sur le terrain et en termes de gestion, pas forcément simple. Après là, je pense que les termes du contrat seront tels que les Clippers prendront pas beaucoup de risques sur ce joueur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette équipe, elle est en train de bifurquer. On l'avait dit, de toute façon, on imaginait qu'à ce stade, ils ne se leurraient pas sur leur chance de pouvoir être champion avec le duo Kawhi Leonard, Paul George. Là, au moins, c'est très clair. Kawhi Leonard qui avait re-signé en cours de saison, James Harden qui est prolongé, l'arrivée de Derrick Jones Jr., la re-signature de Tyronn Lue, tout ça fait, je pense, que les Clippers peuvent espérer avoir une équipe qui sera performante pour entrer dans leur nouvelle salle, performante en termes de saison régulière, de play-off sans doute. Par contre, je pense qu'il n'y a pas d'espoir d'aller loin à court terme avec cette équipe. L'idée, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'était de s'assurer d'avoir une équipe qui tienne la route et qui permette de fédérer une fanbase en rentrant dans la nouvelle salle. Ouais, c'est toujours pareil. C'est que si Kawhi n'est pas là au moment des playoffs, l'équipe elle est lambda et elle sort au premier tour, quoi. Enfin, si c'est James Harden qui a été... Elle sort peut-être même au premier tour avec Kawhi. C'est possible. À l'Ouest, moi, c'est ce que j'aurais dit. Je leur ai dit aussi la même chose, Prime que c'est une Kawhi, équipe qui sort au premier tour. Le fameux Prime Kawhi est déjà passé, tout ça. Ouais, je suis pas loin de penser pareil, hein, mais je pensais que cette équipe, elle mourrait avec ses idées, avec Paul George, Harden et Kawhi. Donc, en ça m'a un peu surpris, mais et je pense qu'il faut aussi signaler que Russell Westbrook, qui avait activé son option, va probablement être tradé. C'était aussi une information qu'on a évoquée ce matin, avec un intérêt mutuel entre les Nuggets et lui. Je suis un peu circonspect sur les Clippers parce que pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que si c'est Kawhi ton meilleur joueur, que son prime est passé, qu'il y a toujours le problème des blessures, que derrière ton deuxième meilleur joueur, c'est James Harden qui, à mon sens, n'est pas capable de te faire passer un ou plusieurs tours s'il est le seul joueur, s'il est le joueur le majeur de l'équipe. Derrière, il y a du monde, c'est pas des mauvaises signatures. Derrick Jones Jr., je trouve que c'est pas mal, mais il y a pas, je trouve pas que ça respire forcément l'ambition, alors que on pouvait se dire qu'avec la nouvelle salle et tout, ils allaient essayer d'envoyer du lourd. Après, leur marge de manœuvre était limitée, hein. Ils se sont mis tout seuls dans la panade avec le trade, avec tous les différents mouvements des dernières années, hein. Donc c'est pas étonnant, on va dire qu'ils vont faire bonne figure autant que possible, je pense, et espérer que tout se passe bien pour que la fanbase reste là, que se développe une identité qui se détache vraiment de celle des Lakers en quittant la salle. C'est presque des objectifs extrasportifs et quasi identitaires, là, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que vous avez bien résumé la situation. De toute façon, en fait, c'est simple. À partir du moment où Paul George y part, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une fenêtre. Il n'y a pas une autre star qui arrive à sa place, donc le titre, c'est plus maintenant. Il y a eu 5 ans. Je sais que les Clippers vont être souvent moqués pour le trade de Paul George. Pour moi, ça avait complètement du sens. Je sais qu'avec le recul, c'est très moche quand tu vois, tu te dis, il y a eu tant de pics, puis il y a Shai Gilgeous-Alexander qui devient candidat MVP. Au moment où ils le font, ça a totalement du sens. Il y a eu 5 ans. Oui, en plus, ça va être encore plus moqué quand tu regardes le résultat. Tu dis, ils ont fait une finale de conf en 5 ans, bravo les mecs. Mais quelque part, je reste persuadé, et on le saura jamais, et de toute façon maintenant on n'aura plus la réponse, mais que pendant au moins 3 ans, c'était la meilleure équipe de l'Ouest. Je n'irai pas jusqu'à dire de la Ligue, mais voilà, il y a eu des blessures, il y a eu des trucs mentaux aussi, je pense, quelque part. Je reviens à la personnalité des mecs, hein. Peut-être la meilleure équipe sur le papier en termes de basket, mais pas forcément les meilleurs leaders. Tu vois, il y a des trucs qui ont collé. C'est pas que la malchance de la blessure. Il y a aussi des trucs liés au gars en question, tu vois. Sans doute des comportements chez Kawhi Leonard, même chez Paul George, des trucs qu'ils auraient pu gérer autrement, etc., etc.
C'est la fin d'une époque, mais par contre, ce qui est important, c'est de rester compétitif, comme l'a dit Théo, parce que tu as une nouvelle salle. Et là, ils sont sûrs de rester compétitifs. Et je dirais même que les Clippers, si tu enlèves ce prisme du titre, leurs moves sont bons en fait, parce que c'est une équipe qui a regagné de la flexibilité, ce qu'elle n'avait plus. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus de flexibilité. Là, ils signent Derrick Jones Jr. 30 millions, donc 10 millions l'année. C'est un contrat, non seulement c'est un joueur qui est bon, donc qui va les aider dans leur quête immédiate, qui rentre dans cette culture un peu aux Clippers d'avoir des mecs polyvalents sur les postes défensifs, des joueurs athlétiques, mais c'est aussi un contrat qu'ils vont pouvoir très facilement échanger. Norman Powell qui est là, ils peuvent l'échanger si Kevin Porter Jr. il perce. Si Kevin Porter Jr. il confirme le potentiel qu'il a eu à un moment, bah Norman Powell devient un candidat logique à un trade. Et pareil, c'est un mec que tu peux échanger, peut-être récupérer des pics. Lui aussi, il intéressera beaucoup de monde. Kevin Porter Jr. lui-même, Norman Powell, tu veux dire? Ouais, Norman Powell. Oui, Norman Powell, bien sûr. Pour appuyer ce que tu disais, c'est vraiment le type de joueur qui peut intéresser une équipe ambitieuse à n'importe quel moment de la saison. C'est ça. C'est ça. Il y a Terrence Mann. Terrence Mann doit peut-être être un joueur aussi intéressant pour un trade. Tu vois, il y a de la flexibilité. Il y a de la flexibilité financière. Pareil, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas de flexibilité financière. Là, ils peuvent transférer PJ Tucker et se retrouver sous le seuil de la mid-level ou quelque chose comme ça. Tu vois, voilà, c'est la fin d'une époque, mais ça se termine pas si mal, en fait. Et même le contrat de James Harden, le fait qu'il ait accepté que 2 ans et 35 millions l'année, bah en fait, voilà, les Clippers, ils savent que pendant 2 ans, ils vont être plus ou moins compétitifs. Après, moi, je pense que oui, leur plafond, à l'instant T, c'est le premier tour des playoffs, quoi. Il faudra un Kawhi absolument supersonique pour que cette équipe, elle vise mieux que le premier tour des playoffs. On sait qu'ils vont chercher peut-être à signer Clay, il y aura encore des options. Mais au moins, avec cette flexibilité, ils pourront plus facilement qu'avant, à un moment, signer une star si vraiment il y a besoin. Et ça reste Los Angeles, ça reste une nouvelle salle, c'est un marché. Ils n'ont plus la même vision. Je me souviens, nous, forcément, quand on était jeunes, les Clippers, aucun free agent allait là-bas. C'était une franchise de losers. Ils n'ont plus forcément cette étiquette. Je pense que c'est déjà du positif en fait pour Los Angeles. Ouais, c'est clair. Je pense que ça leur permet d'arriver dans leur nouvelle salle, d'être bon la saison régulière, de faire une bonne saison régulière. Je pense qu'effectivement, le plafond, c'est premier tour. J'ai vraiment de mal à... Je pense que le Kawhi dont on parle, il n'existe plus en fait. Et même, à un moment, il faudra se poser la question aussi de Kawhi... Quel joueur ça a été, parce que finalement son pic et le pic durant lequel il a été disponible a été très court en fait. Et c'est quand même un joueur vraiment atypique. Derrière, l'important c'est d'avoir rentrer dans la salle, avoir des supporters qui peuvent découvrir leur fameux mur de spectateurs voilà, dans la salle, commencer à créer quelque chose et derrière pivoter, commencer à repartir dans la reconstruction. Je ne sais pas comment ils feront. Est-ce que ça sera, comme tu le disais Antoine, en essayant d'aller chercher des free agents qui voudraient briller à Los Angeles ou vivre à Los Angeles? Est-ce que ça sera en recommençant tranquillement à compiler des choix de draft pour reconstruire? Au moins, voilà, l'éventail va s'ouvrir, mais par contre, voilà, je pense que clairement, l'ambition, ils n'avaient plus les moyens de continuer à être ambitieux. Et je pense que c'était une bonne chose une bonne chose. C'était le choix raisonnable de ne pas se saigner pour re-signer Paul George, un joueur qui est souvent blessé, qui va coûter extrêmement cher, qui a déjà 34 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, je pense que c'était le choix de la raison. J'arrive pas à savoir si je suis rassuré ou inquiété par les photos de Kawhi Leonard au Costa Rica avec son petit cocktail, la coupe à Patrick Beverly et le style d'un mec qui vient de finir ses travaux chez lui. J'arrive pas. C'est peut-être ça. C'est peut-être comme ça qu'il va. Ouais, moi je le vois comme ça. Peut-être que là il se ressource et qu'il va revenir plus fort pour nous faire taire et nous montrer qu'il y a encore qu'il peut encore être prime Kawhi à certains moments. Allez, puisqu'on parlait de Derrick Jones Jr., je propose qu'on fasse un petit focus sur l'équipe qui vient de quitter, les derniers finalistes en titre, les Dallas Mavericks, qui ont effectivement donc enregistré ce départ, mais qui ont signé pendant ce temps-là Naji Marshall en provenance des Pelicans, 3 ans, 27 millions. Ils ont également signé Quentin Grimes, qui était aux Raptors, hein, si je ne me trompe pas, après son trade Ouais, c'est un trade. C'est un trade contre Tim Hardaway Jr. C'est un trade, pardon, excuse-moi. Oui, au Piston. Ah oui, tu vois, j'avais perdu sa trace depuis son passage au Knicks. Tu peux nous rappeler le tenant du trade, si tu l'as, Antoine? C'est Quentin Grimes contre Tim Hardaway Jr. et 3 seconds tours de draft. Donc, contre Tim Hardaway Jr.
Voilà, et des Mavs qui sont, alors ils sont pas les seuls, mais parmi les équipes qui sont dans les rumeurs de signature potentielle pour Klay Thompson, il y a Dallas. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, déjà peut-être de ces premiers mouvements du côté des Mavs, et également de ce qui leur manque pour pouvoir garder les mêmes ambitions que celles qui sont nées de leur parcours incroyable de la saison dernière? Moi, je dirais juste un mot sur Najee Marshall, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve que en remplacement de Derrick Jones, c'est super, parce que c'est un très bon défenseur, c'est un enforcer qui aime bien la bagarre aussi, et, euh, et s'interposer quand ses camarades sont en galère. C'est un joueur encore assez jeune. Voilà, j'aime bien ce move, ce move pour la rotation et pour ce qu'il apporte à l'équipe. Je pense que c'est un bon move. Je parle juste de lui parce que c'est un joueur que j'aime bien. Non, mais c'est vrai, et puis il peut Et moi, porter je vais la balle et double. créer Ah aussi. non, pardon, vas-y. Excuse-moi. Non, Ouais, vas-y, vas-y. non, parce que je partage ton avis, Shai. En plus, il peut, voilà, ce que je disais, porter la balle et créer aussi s'il n'y a pas d'autres meneurs à côté de lui. Par contre, il a la limite sur Najee Marshall, c'est parfois, je trouve qu'il a le côté un petit peu Marcus Smart, des mauvais joueurs de Marcus Smart, où il pensait être le meilleur joueur de l'équipe et devoir répondre présent quand on disait mais qui va nous sauver. Parfois, je pense qu'il avait un peu tendance à lever la main un peu vite, donc à voir du côté de Dallas. Je pense qu'ils vont le calmer avec le Luka et Kyrie. Je pense que ça va vite. Antoine, du coup, je t'ai Moi, interrompu. j'aime beaucoup cette signature. Non, c'est moi qui t'avais interrompu. Mon internet fait des lags, donc il est possible que je parle en même temps que vous sans m'en rendre compte. Moi, j'aime bien cette signature parce qu'en fait, t'as un joueur qui est peut-être meilleur à 3 points que Derrick Jones Jr., qui va être dans un registre de Derrick Jones Jr., mais qu'au final, tu signes moins cher que ce que Derrick Jones Jr. a signé aux Clippers, donc tu le remplaces plutôt bien. Alors en plus, c'est un mec qui va avoir beaucoup plus de tirs faciles, entre guillemets. Si lui, il est fort dans le corner, plus à droite que Derrick Jones Jr., c'est une vraie belle poche. J'aime bien ce qu'ont fait les Mavs dans l'ensemble. Quentin Grimes, pareil, je trouve meilleur que Tim Hardaway Jr. parce que plus fiable, en fait, d'une certaine façon. Il y a peut-être moins de talent balle en main, mais il va mettre des shoots. Et il défend, et je compte plus sur lui. Donc j'ai l'impression que les Mavs, par exemple, sortent un peu plus fort de ce qu'ils ont fait pour l'instant sur l'intersaison. Maintenant, pour ta question, qu'est-ce qui va permettre aux Mavs d'aller plus haut? Je pense que en fait, il faut que tu regardes tout en haut. Il faut que tu regardes Luka Doncic, Kyrie Irving. Est-ce que Luka Doncic il sera en forme? Est-ce qu'il aura compris certaines de ses erreurs? Est-ce que les Mavs vont se forcer à toujours jouer vite et pas ralentir le jeu? Est-ce que Kyrie Irving a encore une saison dans ses jambes comme celle qui vient de sortir? Est-ce qu'il a encore cette motivation? Tu vois, ils ont échoué depuis en finale. Est-ce que Kyrie Irving, il peut se dire encore « Ah, mais je vais revenir, je vais refaire la même saison et même mieux. Et cette fois-ci, on va pas se planter. » Et si c'est ça, si la réponse à ces deux questions, elle est là, au final, qui ils font, c'est presque à la marge. Ils vont forcément progresser. Ils vont avoir une année complète avec Gafford et PJ Washington. Comme j'ai dit, Grimes et Marshall, je pense que c'est des belles signatures par rapport aux pertes de Hardaway et de Jones Jr. J'ai l'impression qu'il y a un petit upgrade, et le grand upgrade, il passe par Doncic et par Irving. Grimes, c'est vrai, c'est une bonne recrue aussi. Enfin, c'était vraiment le protégé de Thibodeau, avec beaucoup de défense, un shoot un peu aléatoire, mais il a la capacité d'être un shooter correct. Non, c'est deux bonnes. Honnêtement, c'est vraiment deux bonnes recrues. Et bon, je te rejoins dans ce que tu dis sur la marge de progression. Ils sont quand même allés en finale, donc ils n'étaient pas si loin que ça du titre, mais ça passe évidemment par Luka, une meilleure gestion de certaines choses, par savoir si Kyrie peut répéter ce qui s'est fait. Et puis il y aura peut-être encore d'autres petits mouvements dans l'effectif pour essayer d'ajouter 2-3 spécificités qui manquaient peut-être à l'effectif. Il reste du temps. Là, on est vraiment au début de la free agency. C'est vrai que pour Grimes, par rapport à Hardaway Jr., en fait, la grosse différence, c'est qu'en fait, je pense que aujourd'hui, parce que je ne sais pas encore quelle est la marge de progression potentielle de Grimes, mais aujourd'hui, en fait, je pense que son plafond, il est plus bas que celui de Tim Hardaway Jr., mais par contre, son plancher, il est bien plus haut, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as une espèce le gap entre Quentin Grimes qui passe à côté de son match et Quentin Grimes qui réussit son match, le gap, il est moins grand que celui de Tim Hardaway, où le mec était 3e meilleur score de l'équipe pendant la saison régulière, et finalement, pendant plusieurs matchs des playoffs, il joue pas du tout, y compris les finales, à part un match où il est quand même un record. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, ces playoffs. C'est les playoffs de Tim Hardaway Jr., c'est un cauchemar. Après, c'était compliqué. Même pour lui, je peux comprendre, c'est compliqué parce qu'il a joué de manière. Enfin, c'était un coup, tu joues pas du tout, un coup, tu joues. Des fois, tu rentres quand c'est chaud, des fois, tu joues que le garbage time. Donc, je dis que c'est pas facile pour lui. Mais son profil, en fait, j'ai toujours trouvé que c'était compliqué parce qu'en fait.
quand tout va bien, il y a eu un bout de saison là où il était extrêmement adroit, tu dis bah il est super, c'est parfait quoi, c'est la troisième option idéale pour une équipe comme celle-là. Et à côté de ça, tu as des matchs où il n'y a pas l'adresse, défensivement, c'est pas du tout je pense qu'il est pas du tout au niveau d'un Quentin Grimes ou d'un Najee Marshall par exemple, effectivement, et offensivement, c'est hyper aléatoire. Donc je pense que les Mavs avec ces deux moves, ils ont gagné en clarté en fait, en efficacité, en clarté sur qui peut faire quoi à quel moment. Et effectivement, je pense que c'est des bons moves pour Dallas. C'est intéressant, impressionnant quand même ce que fait Nico Harrison depuis qu'il est arrivé à Dallas, même si effectivement, moi le premier, j'avais pas compris le trade pour Kyrie Irving à l'époque. Depuis, tous les coups ont été gagnants quasiment. Enfin, on verra si celui-là le sera, mais pour l'instant, c'est vraiment bien joué. Et puis, on attend de voir parce que Dallas a encore manifestement la volonté de faire d'autres mouvements. Je vous parlais de Klay Thompson dans les rumeurs. On va pouvoir parler peut-être d'une autre équipe qui est intéressée par Klay Thompson. Ce sont les Lakers, avec voilà cette news qui sortait comme quoi LeBron James il serait allé de son petit coup de téléphone dès la première minute de la free agency pour voir si Klay Thompson serait intéressé par le projet californien. Il y a quelques deals qui sont tombés encore une fois là. Il y a Aaron Wiggins qui signe au Thunder pour 47 millions sur 5 ans et Isaiah Joe qui signe pour 48 millions sur 4 ans. Donc le Thunder se blinde et dit mon effectif c'est ça. Je n'arrive pas à savoir là s'ils ont la masse encore pour signer Hartenstein. Je ne suis pas certain. Peut-être que si, parce que c'est des joueurs qui étaient déjà dans leur giron. Donc, du coup, est-ce que ça ne prend pas tout de suite la même place sur le cap? Je ne sais plus exactement. Mais voilà, le Thunder qui signe ses deux remplaçants et les Bulls qui signent Jalen Smith, le pivot, pour 27 millions sur 3 ans. C'est les Bulls ou c'est pas les Pacers? Les Bulls. Ah ouais, c'est les Bulls, ok. Ouais. Il part Ouais, des Pacers pour aller aux Bulls. Intéressant. De toute façon, c'est dans leur logique. Ok, ils ont signé parce que de toute façon, s'ils veulent pas s'en servir, ils pourront être. C'est des joueurs qui sont suffisamment jeunes pour intéresser d'autres équipes. Mais pour que ça intéresse d'autres équipes, il faut qu'ils soient sur des contrats qui soient pas trop courts. Donc, c'est dans la logique de ce que fait Sam Presti. Hein. Sam Presti, de toute façon, il n'y a jamais un qui se perd. Hein. Tu mets un pied dans la franchise, même si ils n'arrivent pas à se servir de toi et trouveront le moyen de te recycler. C'est vraiment penser vert, penser écolo, penser le Thunder. C'est assez magnifique ce qui se passe là-bas. Pardon, du coup, tu étais sur les Lakers. Les Lakers, ouais. Ouais, non, j'étais sur les Lakers. C'est donc cette news ou rumeur selon laquelle LeBron aurait passé un coup de fil à Klay Thompson dès la première minute de la free agency. Oui, à partir du moment où Rich Paul a dit à heure de grande écoute sur ESPN, il y a deux options pour LeBron. C'est il veut bien faire un petit sacrifice financier s'il y a un des joueurs qu'il estime être une vraie plus-value, donc ça incluait évidemment Klay Thompson, venait à rejoindre l'équipe, ou alors il prend le max sans vergogne, sans aucun souci. Oui, je pense que Klay Thompson, ça fait sens. Je pense que j'imagine pas Klay Thompson signer dans une équipe qui soit pas, entre guillemets, à la hauteur de son standing. Les Lakers, avec toute l'histoire familiale, avec son père qui a joué plusieurs saisons, qui a gagné 2 titres là-bas, ça me paraît cousu de fil blanc. J'ai l'impression comme j'ai dit ce matin, j'ai l'impression que c'est quasi acté et qu'il va signer là-bas, quoi. Son père bosse encore d'ailleurs aux Lakers. Par contre, il suffirait pas d'une réduction de salaire de LeBron James. Il faudrait aussi un trade. Pour ça que ça pourrait prendre du temps. Il va falloir se séparer d'un atout. Tu vois qui est-ce qui peut partir parce qu'ils viennent de re-signer. Ils ont signé Max Christie aussi. Nadine Hachimura qui peut être tradé. Il faudrait que je regarde exactement. J'ai pas sous les yeux. Je vais me la mettre sous les yeux la liste exactement des joueurs de Los Angeles. Mais j'imagine Hachimura va toujours être le candidat à chaque fois à un trade parce qu'il a Hachimura, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt. Ça, c'est les 3 candidats qui vont être à chaque fois. D'accord. Il n'y a pas de risque pour Austin Reeves, par exemple? Peut-être Austin Reeves, mais je pense que ce serait une erreur. Austin Reeves peut faire partie de cette liste, pardon, tu as raison. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, je l'ai écarté de moi-même, parce que je me disais, ça serait. Moi, je trouverais ça risqué, mais effectivement, Austin Reeves, parce que quelque part, ils ont signé Dalton Connect. Enfin, après, Reeves, il a le ballon entre les mains. Je trouve ça très intéressant d'avoir Austin Reeves. C'est le seul, justement, dans cette liste qui vraiment peut avoir le ballon entre les mains. Mais effectivement, Austin Reeves fait partie de ces mecs-là. Et pour LeBron, pour accepter une pay cut, il y avait donc une liste de joueurs pour lesquels il serait prêt à accepter une pay cut. Alors, en tout cas, ça reste des rumeurs. Il y avait Jonas Valanciunas qui a signé aux Wizards pour 30 millions sur 3 ans. Signature un peu surprenante. Il y avait James Harden qui était prêt. Il était intéressé par l'idée de faire venir James Harden. Klay Thompson et il y a DeMar DeRozan aussi. DeMar DeRozan à surveiller. Je pense que l'avantage de Klay Thompson, c'est qu'il a un côté plus plug and play, plus facile que DeMar DeRozan à intégrer. Maintenant, voilà, faut voir avec les Lakers. Pardon, du coup, j'ai complètement oublié la question de base.
Non, il n'y en avait pas. Simplement, Ok, voilà, je pardon. soulignais le fait Voilà. que Klay Thompson intéressait les Lakers. Shai disait qu'il le verrait bien finir là-bas. Alors moi, j'ai pas d'infos non plus. Moi, je suis pas si sûr, quoi. Surtout après avoir drafté Dalton Knecht, est-ce que vraiment tu as besoin de faire venir Klay Thompson? Euh, Ce que j'arrive pas à savoir, c'est si les objectifs vraiment entre l'objectif de LeBron et l'objectif des Lakers, est-ce que les deux sont vraiment alignés? J'ai un peu de mal à voir précisément ce qui se passe là-bas. Je sais pas non plus finalement Klay Thompson, j'ai beau adorer ce joueur, il est parfois dur à lire, quoi. C'est quand même LeBron, c'était son adversaire en finale à de nombreuses reprises. Même il y avait quand même une rivalité malgré tout Mhm. entre les Lakers et les Warriors, même par la suite. Mais je sais pas où il en est de toutes ces questions-là, quoi. Je suis curieux de voir ce qui va se passer pour Klay Thompson. Il ira juste dans un endroit où il peut faire du bateau et puis voilà, faut pas chercher plus loin. Donc c'est mort C'est pour ça. toutes les franchises qui sont dans les terres. Sachez-le, vous ne pourrez pas recruter Klay Thompson. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les Lakers vont être encore une fois en position peut-être d'avoir un effectif compétitif. Je pense, pour répondre à ta question sur les objectifs de LeBron et les objectifs des Lakers, j'ai l'impression quand même que, mine de rien, Pelinka, c'est marrant de se foutre de sa gueule, mais il fait quand même pas du mauvais boulot. L'an dernier, d'ailleurs, on pensait que les Lakers avaient fait une bonne intersaison. Quand même, il y avait des trucs qui étaient intéressants, qui étaient cohérents. Ça n'a pas payé. Pelinka, je t'interromps, Pelinka, c'est pas tant. Là où on était critique, c'est plutôt ces histoires de Ouais. mythos, là, sur. Ouais, c'est oui, ça. je sais, je sais. C'est pour ça que je dis, on aime bien se foutre de sa gueule, en fait. Mais C'était oui, c'est. ce Rob le mytho, c'était plus là-dessus, quoi, sur le reste. Et il l'est encore, hein. Je sais pas si vous avez vu juste après la draft de Dalton Connect, il a dit ouais, J.J. Redick tout de suite, il a pris un tableau et il a commencé à dessiner des systèmes pour Dalton Connect avec des pin downs. Franchement, tu crois vraiment que J.J. Redick, dans la minute qui suit, il a sorti son ardoise, tu sais, il Et était comme avec son la ardoise. pub, il a Il a fait dit une ah ouais, pub. on va pouvoir faire ça. Attends, Il a DJ fait une Redick, pub. déjà, il lui a fallu 5 épisodes avant d'avoir une ardoise pour son podcast avec LeBron. Au début, il dessinait ça sur des feuilles de papier avec un marqueur. Bref, Je, vas-y, je vous interromps pour une nouvelle signature en direct pendant ce podcast. Vous parliez d'Isaiah Hartenstein. 87 millions de dollars sur 3 ans avec le Thunder d'Oklahoma City. Ok, donc le Thunder enchaîne ses signatures. Donc le Thunder là boucle son effectif pour de bon, par contre. Ils vont avoir une équipe ils vont avoir une équipe très très forte. Hartenstein, c'est beau. Hein. Ils vont avoir une équipe très très forte. Ça, le Thunder va être un gros candidat à l'Ouest, sincèrement. Ce qui est fort, on pourra refaire un podcast juste sur eux, mais ce qui est fort, c'est qu'ils vont avoir une équipe très forte et en même temps, ils ont beaucoup de flexibilité, quoi. Parce qu'ils ont tellement Exactement. d'assets qu'ils peuvent pivoter et s'adapter. Enfin, bref, impressionnant, quoi. Sam Presti est un GM incroyable. Je trouve leur équipe là, leur effectif est très fort, jeune. Comme tu as dit, il y a encore des pics. Il y a une pièce qui marche pas, tu la refourgues. Même Wiggins et Isaiah Joe, au final, les contrats, comme tu as dit, ça c'est rééchangeable. Non, c'est très très fort. Ok, si maintenant c'est à Shea et Chet et Jalen Williams de faire le boulot, mais c'est très très solide. C'est beau. Et du coup, alors, je t'ai interrompu. Ensuite, on a eu cette Je sais info plus qui ce est que tombée. j'allais dire, t'inquiète. Si J'allais tu dire, on oui, parlait c'est que de Rob Pelinka. Pelinka et de. Ouais, des objectifs des Lakers. Je pense que le truc, ça va être de pas mettre à mal l'avenir de la franchise au moment où tu signes un mec. Genre Klay Thompson, il va pas signer pour 4 ans, quoi. Il va pas prendre 50 millions l'année. S'il vient, Klay Thompson, il faut qu'il accepte de se dire, bah, ok, j'ai un contrat sympa, mais c'est sur 2 ou 3 ans. Et, je pense que n'importe quel move des Lakers, il y aura quand même une dimension future derrière. Du coup, puisqu'on parle de Klay Thompson, je vous propose de parler d'une autre équipe qui était dans les rumeurs longtemps pour la venue de Klay Thompson potentiellement. C'est le Orlando Magic qui a réussi à aller chercher Kentavious Caldwell-Pope du côté qui était aux Nuggets. Il vient de signer donc pour 3 ans 66 millions de dollars. On savait qu'il cherchait un shooter, qu'il cherchait un joueur aussi d'expérience pour encadrer ce jeune groupe au potentiel vraiment réjouissant aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette signature ? Oh, c'est bien, c'est Ça, dans la spécialiste lignée de ce maison. qu'on a dit ce matin. Ouais. Dans la lignée de ce qu'on a dit ce matin, je pense pas qu'ils pouvaient faire beaucoup mieux. Ils se sont positionnés sur plein de joueurs un peu huppés, des profils un peu plus clinquants que celui de Kentavious Caldwell-Pope, mais à partir du moment où tu peux pas faire ces joueurs-là, c'est quand même je trouve que c'est une belle assurance en théorie. C'est un joueur qui est fiable, qui a été titulaire dans 2 équipes championnes NBA récemment, qui défend, qui est capable de shooter aussi. Je crois qu'Antoine, ce matin, tu parlais, il était à 40% l'année dernière à 3 points. C'est ça, Sur 40, un volume. voire même quasiment 41. Ouais, sur un volume différent de celui qui, logiquement, lui sera demandé à Orlando. Ça aussi, tu avais bien fait de le préciser. Mais moi, là, en tant que supporter du Magic, je suis plutôt content de ça. Ne serait-ce que pour le fait de confronter des jeunes qui ont peu d'expérience en dehors d'un premier tour de playoff,
de les confronter à un joueur qui, lui, a déjà gagné et aura, je l'espère, le niveau d'exigence. Je reviens toujours à ça, comme ce que je disais pour Chris Paul tout à l'heure. Il a pas le temps il n'est pas là pour se développer. Il est là pour gagner des matchs et pour faire progresser une équipe. Donc je trouve que c'est bien. C'est cher sans être cher. C'est un joueur qui vaut ce prix-là, à mon avis, aujourd'hui. Donc pour moi, bonne recrue pour Orlando. Ouais, je suis d'accord. En plus, je trouve que le contrat est plutôt avantageux. 22 millions la saison, c'est pas tant que ça. Pour un joueur de ce calibre, c'est un mec que tu peux rééchanger si ça marche pas. Voilà, comme je dis dans le CQFR, la vraie question, ça sera finalement sa motivation. Est-ce qu'il sera toujours aussi fort en jouant dans une équipe qui joue moins haut que Denver? Et est-ce qu'il mettra beaucoup de 3 points en ayant potentiellement un plus gros volume? Il en prenait 4 par match, ce qui n'est pas ridicule. Je ne serais pas étonné qu'il passe à 6 et quelques par match, 6, 7 tentatives. C'est peut-être trop pour lui, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Mais ça sera intéressant s'il met des shoots sur un plus gros volume. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon pari pour Orlando qui n'est pas trop coûteux, donc plutôt pas mal. Ouais, et du coup, une signature qui entérine quand même le fait que Denver perd une année dessus, cette année encore un élément essentiel de son rouage, de ses rouages. Les Nuggets qui ont quand même re-signé DeAndre Jordan, voilà, ça c'est comme ça vous le savez, 1 an, 3,6 millions de dollars, c'est vraiment à la marge. Mais les Nuggets qui étaient aussi dans pas mal de rumeurs concernant Russell Westbrook, t'en parlais un petit peu ce matin, Shai, et potentiellement aussi Klay Thompson, si je me trompe pas. C'est ce qui se dit, ouais. Clay, ce serait parfait. Enfin, je pense que ce serait idéal, mais je sais pas. Après, c'est peut-être juste parce que j'arrive pas à me le figurer, à m'imaginer Clay avec le maillot des Nuggets, comme j'ai du mal déjà à l'imaginer avec un autre mec celui des Warriors, mais il va falloir s'y faire. Pour Westbrook, ce serait plus pour renforcer le second unit. Aussi, Antoine en parlait ce matin, avec toute l'énergie qu'il est capable d'apporter, l'implication défensive, le rôle à la Bruce Brown. Je trouve que ta comparaison était très très juste aussi. Donc c'est une recrue intéressante, mais je ne sais pas si elle sera pas là pour compenser le départ de KCP. Il va falloir faire autre chose. Et je m'interroge sur ce que va être cette autre chose, parce que la base est très très forte. Jokic, Murray, Michael Porter Jr., c'est des très très bons joueurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ouais, KCP, c'était un membre important de l'équipe. Donc je me demande si c'est Klay Thompson. Je pense que ça remplace au moins partiellement ce qu'apportait KCP s'il retrouve un niveau... le niveau qui était le sien, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, par exemple. Mais j'ai du mal à voir sur quels autres joueurs ils vont pouvoir se positionner par rapport à ce qui reste sur le marché ou par rapport à ce qu'eux peuvent proposer avec ce qui leur reste dans l'effectif pour un trade. C'est pas si évident que ça pour les Nuggets, quand même. Même si Calvin Booth, encore une fois, a dit aucune inquiétude si on perd KCP, on a de quoi faire. Je ne sais pas si vous voulez parler de ce qu'ils ont en interne avec les jeunes joueurs, auquel cas c'est un peu risqué, ou s'ils parlaient d'autres pistes à venir. Il y a Saddiq Bey, il y a Reggie Bullock, mais c'est un cran en dessous, en fait. C'est un peu Saddiq comme... Bey, il va signer au Knicks, non? Attends, il était à Villanova. À Villanova. Il peut pas ne pas signer à New York maintenant. il est obligé, genre. C'est obligatoire maintenant. Exactement. Mais ouais, Bon joueur, j'ai par vu, contre. Saddiq Bey, beau potentiel. Je pense s'il trouve le bon endroit, je ne sais pas s'il le il y trouvera a un jour. Caleb mais- Martin aussi, pardon. Excuse-moi, je t'interromps. Caleb Martin, c'est bien. Ah, il Caleb serait Martin. parfait. Caleb Martin serait parfait. Après, voilà, Il va faut peut-être voir. ouais. Là. Peut-être être, pardon, Malik Beasley qui était à Denver. Je sais pas, je vous donne des noms là. Il a trop de dossiers à Denver avec les histoires extrasportives et tout. Je pense qu'il n'y retournera plus. S'il peut Ouais, éviter. c'est possible. Je réfléchis qui pourrait y avoir d'autres. Alec Burks. S'il peut jouer comme ce qu'il a montré en playoff avec les Knicks, c'est parfait voilà, c'est un défenseur qui peut porter la balle, qui peut mettre des shoots. Ce serait très bien pour Denver, effectivement. J'avais pas pensé à ces pistes-là, Antoine. En fait, des 3LD, il y en a plein. Il y en a sans doute plein que j'ai oublié. Je sais pas, les Anthony Melton. Avoir Markel Fultz, ça c'est un autre registre. C'est pas vraiment un 3LD. Faut trouver quelqu'un d'aussi fiable. Faut trouver quelqu'un d'aussi fiable que KCP, quoi. C'est ça le truc. C'est un peu ça qui me... On verra. En fait, cas, oui, pour Denver, voilà. Après, tu payes des fois le prix de ton titre. Des fois, ça arrive. Tu as des mecs qui sont prêts à rester pour aller jouer le titre. Et une fois qu'ils l'ont gagné, ils sont pas forcément... Ils se disent... c'est des carrières, quoi. Faut pas oublier que c'est des Bien sûr. hommes. Il y a de l'argent à aller chercher. Il y a l'envie d'être dans d'autres villes, d'autres endroits. De toute façon, tant qu'il y a Jokic et qu'il y a Murray, cette équipe, elle sera forte. Tant qu'il y a Gordon. Après, effectivement, dans la course au titre, là, tout de suite, Denver, on pourrait se dire, parle avec une petite longueur de retard, quoi.
Mais je reviens sur Westbrook, je l'ai déjà dit dans le CQFR, mais si Westbrook il accepte le rôle de Bruce Brown, on peut avoir le Michael Jordan des Bruce Brown aux Nuggets. Et ça, c'est intéressant. Il y aura des Dans, t-shirts. dans le prisme des Bruce Brown, tu vois, si tu prends le GOAT des Bruce Brown, ça serait le Russell Westbrook de fin de carrière. On va faire des t-shirts avec cette expression-là. Je sens que tu l'aimes bien. On va commercialiser ça. C'est clair. Allez, dans les équipes qui essaient de renforcer aussi autour de leur noyau dur, il y a Phoenix. Phoenix qui a re-signé donc Royce O'Neal, 4 ans, 44 millions, Bol Bol, 1 an, et qui a enregistré l'arrivée de Mason Plumlee, 1 an, 3,3 millions de dollars. Voilà, donc Phoenix qui reste quand même, malgré toutes les rumeurs qu'on a entendues circuler à un moment, qui a l'air de rester sur l'objectif de garder son Big Three, ce qu'on avait vu venir quand même, et de renforcer autour et de se dire, bon, finalement, on n'a pas eu de chance, c'était la première année simplement. Cette année, ça va être la bonne. De toute façon, tous les GM voudraient changer de place avec nous, tellement on a des perspectives pour être vite champion. Un avis sur ces signatures ou ces re-signatures du côté des Suns? Tout va dépendre, encore une fois, de si les trois arrivent à jouer ensemble sur la durée, si ça clique bien. C'est pas simple, hein, au niveau coaching aussi. C'est pas simple. Putain, pardon, parce que si tu parlais de t-shirt, là, ça pourrait être le slogan des Suns. Phoenix C'est Suns, pas c'est pas simple. simple. Ouais. On peut pas nous demander de nous enflammer pour une re-signature de Bol Bol, pour Mason Plumlee, qui est un soldat très valeureux, il n'y a aucun problème. Mais je sais pas ce que ça change fondamentalement. Ils avaient des role-players qui n'étaient pas horribles, hein, l'année dernière. Je veux dire, c'était pas vrai de role-player. Ouais, voilà. Et là, je ne sais pas ce que ça change fondamentalement à leur équipe. Ça va plutôt être, oui, pour moi, c'est toujours est-ce que les trois sont capables de jouer ensemble? Est-ce que au niveau coaching, est-ce que Budenholzer va apporter quelque chose de différent? Parce que je pense pas que l'effectif sera ultra différent de ce qu'il y avait l'année dernière. Donc, ouais, j'ai pas tellement d'avis sur. C'est des joueurs valeureux, c'est des joueurs NBA. Bon, Bol Bol, c'est un peu un mystère parce que ils ont été bien gentils pendant 3 semaines à me dire non, mais ouais, il faisait ce que faisait Wembanyama, il faisait déjà ce que fait Wembanyama. Pourquoi vous nous parlez du petit français? Nous, on a Bol Bol. Bon, ça, je pense qu'on est un peu passé outre ça maintenant. Et donc, il y a Plumlee, il y en a un troisième que tu as évoqué, non? Je me rappelle plus. Royce O'Neal. Royce O'Neal, bon, ça c'est bien, c'est un bon joueur, c'est un bon 3&D pour le coup. Ça a plutôt été une satisfaction. Donc oui, ça c'est plutôt une bonne signature. Mais ouais, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour cette petite salve de signature. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue avec l'arrivée de Plumlee, c'est me demander est-ce que ça signifie un trade de Nurkic ou est-ce que c'est que Plumlee vient pour jouer backup? Alors on peut penser il a été backup, hein, ça fait un moment qu'il est backup, mais je pense que Plumlee a le niveau pour être titulaire. Et moi, j'aimerais voir un trade de Nurkic. J'aimerais voir un trade de Nurkic parce que c'est l'un des rares qui a de la valeur marchande, un petit peu de valeur marchande dans cette équipe. Plumlee est un bon passeur, un bon répondeur, un protecteur de cercle, un bon joueur pour jouer des pick and roll. Après, du coup, si c'est Plumlee le titulaire, c'est un peu léger derrière d'avoir Bol Bol en backup. Mais voilà, ça m'intrigue de savoir est-ce que derrière, il va y avoir un trade de Nurkic pour une pièce plus intéressante. Si tu peux récupérer Nurkic, tu essaies de recruter quel profil de joueur du coup? Qu'est-ce qui manque? Tu peux le transférer? Ouais, si tu peux le transférer. Je sais pas, il leur manque tellement de choses. Non, je sais pas. Des 3&D. Ils ont besoin de mecs qui sont vraiment des deux côtés du terrain. Parce que j'ai l'impression que les Suns, chacun de leurs joueurs, faut que tu les mixes avec un autre de leurs joueurs pour que ça donne un vrai joueur, quoi. À la place d'avoir 12 mecs sur le banc, ça aurait été plus intéressant qu'il y en ait 6, mais qu'il y ait des mix. Ouais. Tu vois, tu mixes Josh Okogie avec un des mecs qui était fort à 3 points, avec Yuri Watanabe. Tu mets les deux ensemble, tu vois, tu trouves une machine qui te les mixe. Et là, ça va être un joueur intéressant, tu vois. Donc, Nurkic, ça serait contre un mec qui peut au moins jouer des deux côtés du terrain. Après, Nurkic est pas très mauvais d'ailleurs, hein. C'est juste que je pense que c'est un mec que tu peux sacrifier et dire ok, Plumlee il est moins fort mais il va être plus fiable et il va mieux faire certaines choses et on a un Nurkic contre quelqu'un d'autre. Mais après voilà, faut trouver une équipe aussi qui veut de Nurkic. Ouais. C'est pas simple. Plumlee en titulaire, c'est chaud quand même. En 2024, il a quel âge? 33, 34, non? Pourquoi pas, hein, mais. Ouais, pas si mauvais. Ouais, peut-être que je suis sur une version trop. Non, mais c'est un très bon remplaçant. 34 ans, mais ouais, c'est 34 ans, quoi. Non, mais je l'aime bien aussi, je suis d'accord. Il est même un peu sous-coté, je trouve. Et puis c'est un bon glue guy. Je veux dire, il a même été dans des équipes de Team USS. C'est un mec qui est vraiment qui est bien dans un groupe, hein. Juste au moment Phoenix peut pas. Avec les moves qui ont été faits de l'année dernière, tu peux pas viser juste une bonne saison sympathique avec des mecs sympathiques. T'es obligé de faire quelque chose qui va dans le sens de l'ambition. Et je suis pas sûr que Plumlee titulaire, ça suffise. Ouais.
Allez, je vous propose de faire en très rapide, en mode boulette pour les dernières signatures. Un petit mot sur les Wizards. Donc, tu en as parlé tout à l'heure, Antoine, qui ont enregistré la signature de Jonas Valanciunas. Alors, attendez, j'essaie de vous retrouver. Ouais, 30 millions. 30 millions sur 3 ans. 30 millions sur 3 ans. En off, tu avais un avis qui était assez intéressant, je trouve, Antoine, au sujet notamment de la draft d'Alexandre Sarr par rapport à la signature de Valanciunas. Yes, alors c'est pas de moi, il faut que je rende à. Je sais plus quel insider avait révélé ça, mais quand il y avait le truc sur Sarr qui ne voulait pas aller à Atlanta, en tout cas qui n'a pas voulu workout, donc c'était une manière de faire comprendre qu'il voulait pas aller à Atlanta, même si lui derrière a dit le contraire. Il y avait le fait qu'il souhaite jouer 4. Il veut jouer ailier fort, Alexandre Sarr, et à Washington il aura plus de liberté. Et donc Washington draft Sarr, et dans la foulée, leur première signature, c'est de faire venir un pivot qui est capable à la fois de s'écarter du cercle et de protéger le cercle. Donc Sarr pourrait toujours jouer parfois un rôle de 5 s'il est aligné avec Valanciunas, de 5 en attaque, pardon, et peut-être même en défense d'ailleurs. Non, du coup, pardon. Il pourrait être 4 en défense, 5 en attaque, si on décide que c'est autour de lui qu'on tourne les pick and roll. Voilà. Bon, moi, je pense qu'Alex Sarr, si vraiment il veut faire une carrière en NBA, ça passera par le poste 5. Bah oui. Mais Valanciunas, c'est un titulaire aux Wizards, on est d'accord? Enfin, Ah oui, sur il le va être niveau qu'il titulaire a avec montré Sarr qu'il est là. qui est 4, je pense. Ok, donc c'est Je confirmé. pense, hein. Donc, oui. Donc c'est pas, je pense comme toi, je le vois plus jouer 5 en NBA. Ça m'étonne un peu, mais bon, écoute, on verra s'il a raison. Hein. Je le vois plus 5, ça me semblait plus dans l'air du temps de mettre un joueur comme ça 5, mais ils vont pouvoir faire des tests au moins. Ils vont pouvoir, ça veut dire qu'ils ont pris sa requête au sérieux, c'est-à-dire qu'ils comptent sur lui, quoi. Ouais, j'imagine. Après, l'avantage aussi pour les Wizards, c'est que je pense que Valanciunas, c'est un joueur qui gardera une valeur aussi. Donc, si jamais tu dois pivoter un moment, bah, ça te reste un asset. Et à un moment, les Wizards, il va falloir tout simplement qu'ils aient assez de mecs à payer aussi. Donc là, ça te permet d'avoir un joueur voilà, qui a une vraie valeur et de pouvoir bifurquer si jamais tu as besoin de le faire, je pense. Ouais. Allez, j'enchaîne avec d'autres signatures. Certaines, on peut aller très vite. Alex Len qui a signé au Sacramento Kings pour une année 3,3 millions de dollars. Signature sur laquelle on n'était pas revenu intéressant du côté des Nets. Nicolas Claxton qui a signé pour 100 millions de dollars sur 4 ans. Je ne sais pas si vous avez... De toute façon, là, les Nets aussi qui sont clairement en rebuild, qui sont en mode donnez-nous Cooper Flag. Et je pense que c'est ça le nom de la prochaine campagne pour les Nets. Là, logique, hein, je pense, la signature de Nick Claxton, vu ce qu'il a montré récemment et puis sa progression qui est chaque saison, j'ai l'impression qu'il rajoute un élément à son jeu. J'aime beaucoup, moi, ce joueur. Ouais, c'est un bon joueur Claxton. Début de carrière un peu tronqué par les blessures aussi, mais oui, ça a du sens. C'est un très bon. Il a quel âge maintenant? 24, 25, je pense. Dans tous les cas, ça a du sens. Ça a du sens par rapport à ses performances, à son profil aussi. Je pense que oui, les Nets sont 25 ans, voilà. C'est le choix logique, ouais. Claxton, pardon, on vient d'en parler. Malik Monk qui a signé avec les Kings 4 ans, 78 millions de dollars. Les Kings, je sais pas, j'ai un peu de mal quand même à voir où se situe cette équipe de Sacramento. Encore une fois, j'ai été très déçu, moi, comme tu en parlais tout à l'heure, Shai, qu'elle ne parvienne pas à se hisser jusqu'en playoff, notamment en sortant du play-in. J'ai du mal à voir où elle se situe. Après, logique, je pense, d'avoir signé Malik Monk, là encore, que ça soit pour eux ou que ça soit pour comme monnaie d'échange. C'est un joueur, pour le coup, qui a vraiment trouvé sa place en tant que 6e homme dynamiteur de défense. Ouais. Oui, pareil, choix logique et pas si cher payé que ça. Je m'attendais à ce qu'une équipe le surpaye, le paye plus que ça en dehors. Il y avait notamment Orlando qui était sur le coup, mais je suis aussi circonspect que toi et intrigué par ce qu'ils vont faire parce qu'on les avait bien aimés la saison précédente et là ça a été une déception. Le noyau dur va pas changer, c'est toujours autour de Fox et de Sabonis. Il y a des rumeurs sur Brandon Ingram, est-ce que ça change fondamentalement leur plafond? C'est une équipe qui me laisse un peu froid. Ouais. Il y a un truc qui est intéressant, tu sais, c'est par rapport à ce que tu as dit là, c'était une déception. Ils ont gagné que 2 matchs de moins que l'année d'avant. Ils ont gagné 46 matchs, ils en avaient gagné 48, sauf que l'Ouest est tellement fort que là où tu étais 3e, tu es beaucoup plus bas. J'ai l'impression que les Kings, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas de star qui leur fait vraiment passer un cap et que du coup, il y a une envie d'associer des stars. Et je pense qu'ils vont vraiment tenter de faire Ingram. On verra si ça se matérialise, ce trade, mais il y aura une volonté d'aller chercher. J'aime bien le gars qu'ils ont drafté au passage. Devin Carter.
Devin Bref, Carter, ouais. bref, Le rien fils à voir. d'Anthony. Le fils d'Anthony. Mais du coup, oui, j'ai pas du tout parlé de la signature de Malik Monk, mais bon, vous avez dit déjà tout ce qu'il fallait. T'inquiète pas, on peut enchaîner. Allez, il y a aussi Richon Holmes qui re-signe, puisqu'il y était déjà, pardon, aux Wizards, 2 ans, 25,9 millions de dollars. Un bon joueur, là aussi. Je sais pas si Un autre servira pivot. aux Wizards. Oui, encore un intérieur. Donc, bon, j'ai l'impression qu'un petit peu les Wizards sont en train d'accumuler les assets qu'ils avaient déjà sous la main et qu'ils verront après ce qu'ils en font, parce qu'on sait toujours pas où va cette Mais équipe. donc, ça veut dire que là, Troy Weaver qui vient d'arriver aux Wizards, il refait les mêmes trucs qu'il faisait aux Pistons en donnant de l'argent à des joueurs qui n'ont pas vocation à rester longtemps. Enfin bon, bref. Ah, mais c'est- tu c'est les une échanges histoire. contre des assets, quoi, après. Ouais, en théorie, ouais. C'est ça. Plus, qu'est-ce que tu fais des assets derrière? Allez, signature peut-être plus marquante à la marge, hein, toujours Obi Toppin qui a re-signé avec les Pacers pour 60 millions de dollars, 4 ans. C'était une des belles prises quand même, je trouve, des Pacers qu'on su trouver vraiment un rôle pour Obi Toppin, qui a été bon en playoff aussi. Voilà, j'ai l'impression que les Pacers se disent qu'ils ont quelque chose à explorer avec ce jeune groupe. Du coup, ils ont envie de garder les assets, enfin les joueurs, les prospects qu'on montré qui répondaient présent. Vous avez un avis sur Obi Toppin aux Pacers? 15 millions la saison, c'est bien, non? Je trouve que Très bien. tu verrouilles 4 ans et il peut assez rapidement valoir plus que ça, en théorie, être au-dessus de sa valeur salariale. Enfin, je pense, hein. Et je suis d'accord, ça va dans le sens du jeune noyau qu'ils ont formé. J'aime bien. Ouais, moi aussi, Allez. j'aime bien. Attention, joueur générationnel, là, le joueur qui va porter l'équipe sur ses épaules, un joueur intransférable depuis un paquet d'années, Patrick Williams, qui reste aux Chicago Bulls pour 5 ans, 90 millions de dollars. Pas mal pour un mec qui voulait signer à rien moins que 200 millions de dollars et prendre le max, etc. Un joueur que les Bulls avaient dit qu'ils ne transféreraient jamais. 5 ans, 90 millions de dollars, je sais toujours pas quel est ce joueur, dans le sens ce qu'il peut vraiment faire. Bon, au bout du compte, je pense que c'est un salaire plus qu'honnête. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah pareil, plutôt. Je sais pas en fait. Je sais pas quoi penser de Patrick Williams ni des C'est un Bulls. mystère, ce joueur. On devrait arrêter de parler de Patrick Williams et des Bulls. Je suis Tu sais, d'accord. genre, attendons de voir que ça soit un peu plus clair. D'abord, ils règlent des choses eux tous en interne, et après, tu vois, ils nous réexposent le projet et on recommence à en parler parce que là, c'est bon, ouais, la reconstruction qui arrive, quoi. Ils gardent leurs jeunes, quoi. Ils gardent leurs jeunes, Patrick Williams. Ouais, 90 millions, c'est honnête. Ils arriveront à le refourguer s'il faut. ouais, il a la tête du joueur qui va s'épanouir ailleurs, en fait. Je sais pas si peut-être que je me trompe, mais je pense que s'il est clos, ce sera pas au Bulls, hein. En fait, ce qui me fait, pardon, je rigole, c'est pas ta phrase, c'est que je savais tellement pas où t'allais aller avec cette phrase. Il a la tête du joueur qui, et pour Patrick Williams, tu peux mettre 150, Ouais. 150, t'as 150 manières différentes de finir cette phrase, je pense. Ça va, je suis pas allé trop loin. Non, c'est correct. Allez, Pascal Siakam, qui avait lui aussi, donc ça remonte un petit peu, rempilé avec les Pacers, 4 ans, 189,5 millions de dollars. Je vous propose de parvenir dessus, parce qu'on en a déjà parlé. Max Christie, comme vous le disiez tout à l'heure, qui re-signe avec les Lakers, 4 ans, 32 millions. Donc là, pareil, un jeune joueur qui est intéressant, un salaire tout à fait correct. Vous m'arrêtez s'il y a des choses qui vous marquent. James Harden, on en a parlé. Attention, Luke Cornett est le Cornet Contest préféré d'Antoine Pimel, qui rempile avec les Boston Celtics pour 1 an. Kevin Love, du côté de Miami, peut-être plus intéressant, il avait opt-out et finalement il a re-signé derrière dans la foulée, 2 ans, 8 millions de dollars. Je pense que c'est parfait d'un côté comme de l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez. Il n'y avait pas trop de suspense parce qu'ils avaient dit direct après qu'il est opt-out, mais j'arrive pas à savoir ce que peut encore apporter Kevin Love en 2024 en NBA. C'est ça le problème. Dans la théorie aussi, il peut. C'est un mec qui est expérimenté, qui a déjà gagné, qui sait encore prendre des rebonds, qui théoriquement sait shooter, mais j'ai l'impression que c'est un peu lointain maintenant. Ouais, mais là au moins du coup il y a un salaire qui va avec le statut, Voilà. avec le statut, parce C'est ça. qu'il est passé de jouer parfois beaucoup à pas jouer du tout, à Ouais. jouer vraiment par séquence. André Drummond, on en a parlé, Kevin Porter Jr. même chose. Nimaya Sketa qui signe avec les Boston Celtics 4 ans. Il Ok. était déjà là, ouais. J'enchaîne. Mason Plumlee, on l'a Il y en a dit. une qui vient de tomber, pardon. Vas-y. Tobias Harris, il prend 52 millions sur 2 ans aux Detroit Pistons. Oh, les Il Pistons. revient. Alors, le retour. Maintenant, il commence à refaire. Il repasse dans les équipes par lesquelles il est déjà passé. C'est le deuxième tour de Tobias Harris pour les Pistons. Après, bon. Moi, j'aime bien ce joueur. J'aime bien ce joueur. Mon gars Tobias, très sympathique. 2 ans, 52 millions, effectivement, mais tu le sors en live. Et je pense qu'on a couvert l'intégralité, du moins, des deals qui avaient été actés au moment de ce podcast.
Plus tous ceux d'après. Tu Là, on est disais à jour. Là, je pense qu'on est à jour de jeu. On est à jour là. Là, à l'instant, tout de suite, on est à jour. Très bien. Bah, j'en profite pour vous dire que vous pouvez aller sur. Si vous, on est passé peut-être vite parfois sur certaines équipes, certains joueurs, certains contrats. Si vous voulez retrouver tout ça, on a un article sur Basket Session qui s'appelle Live Free Agency. Toutes les signatures et les rumeurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de tout ce qui s'est passé là-dedans, tous les détails. De toute façon, s'il y a d'autres signatures, une fois qu'on aura refermé ce podcast, on les traitera dans les CQFR qui viennent. Comme vous le savez, la saison NBA est terminée, mais nous, on n'en a pas fini. Donc, on vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao. Ciao, ciao. The game is out there, and it's either play or get played.